tous ensemble. Pareil, vous trouverez, si jamais vous n'avez pas pu accéder à la matinée, vous retrouverez tout en ligne sur la chaîne YouTube Utile. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur la chaîne YouTube du Tourisme Innovation Lab. Et puis, à regarder si ça vous intéresse. Pareil, contactez les personnes que vous avez pu voir ce matin. N'hésitez pas à poursuivre aussi les échanges. Et on va tout de suite, sans plus attendre, demander donc à Thomas, qui est déjà prêt, Thomas Young, de débuter cet atelier. Un atelier donc sur l'art de gérer la e-réputation en ces temps actuels. Donc voilà, Thomas, c'est un atelier qui dure 45 minutes. Donc vous avez une demi-heure pour présenter. Donc Thomas a une demi-heure de présentation et ensuite 15 minutes d'échange, questions-réponses. Très bien. Bonjour à vous. On va commencer très rapidement. Non, on va y aller tranquille. Merci Laure, merci Sophie. Je crois que Philippe est aussi dans la salle. Coucou les filles, les triple A. Merci pour l'invitation et merci pour l'organisation. Je vais partager mon écran. Et là, si juste Sophie peut me faire oui de la tête, si elle voit mon écran, ça serait parfait. Pour l'instant, non. Ah oui, non, mais c'est parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Ça arrive. Donc, j'ai une demi-heure pour vous présenter la gestion de la e-réputation avec un focus sur comment on gère sa e-réputation en période de crise. Sophie, vous avez mon écran n'apparaît toujours pas? Et on voit ton écran, si. C'est cool, et là ça bouge. Ok, moi j'avais noté jusqu'à 15h45, donc ça fait effectivement 45 minutes, et j'avais noté que les 15 minutes étaient après, on va les faire dedans. Bonjour à vous, je m'appelle Thomas Young, j'ai deux grandes activités. J'ai un cabinet de conseil en numérique pour l'hôtellerie, et l'autre activité c'est la gestion des avis en ligne avec la structure My Hotel Réputation, c'est-à-dire que c'est nous qui gérons les avis en ligne des différents acteurs touristiques, c'est-à-dire qu'on surveille, on modère, on publie la réponse et on fait des retours et du reporting. Aujourd'hui, je voulais revenir sur juste l'importance qu'ont les avis dans le parcours client, le pouvoir que a la réponse, et je voulais vous montrer comment structurer une belle réponse, et avec ce focus en période de crise spéciale Covid, comment est-ce que l'on gère sa e-réputation. Je pense qu'il y a une partie, probablement les statistiques, où je vais passer plus que rapidement dessus, puisque les statistiques, c'est les statistiques, c'est froid, dans le sens où vous pouvez en trouver partout sur Internet. Quand je parle de e-réputation, je parle d'avis clients en ligne, c'est-à-dire c'est des avis qui sont publics. Généralement, il y a une note, un commentaire, et puis des fois, le rédacteur peut accrocher un média, une photo, et dans de rares cas, une vidéo. Il peut y avoir un classement par localité. Dans TripAdvisor, vous avez le classement des meilleurs restaurants à Angers, ce que vous n'avez pas sur Google, par exemple. Donc, en fonction des plateformes, il y a ou il n'y a pas de classement sur le territoire. Le fait que le rédacteur, celui qui a écrit l'avis, soit identifié et contactable est quelque chose d'important. En fait, il faut pouvoir cliquer sur son profil, voir qui il s'agit et pouvoir lui envoyer un message privé. Généralement, il y a la date de séjour et la date de dépôt, avis déposé en avril 2020 pour un séjour qui a eu lieu en janvier 2020. Ces deux notions sont importantes et font partie de l'avis en ligne. Et les plateformes sérieuses ont un système où je peux signaler s'il y a un problème avec l'avis, si l'avis est litigieux, insultant, diffamant, pour qu'il soit éventuellement modéré. Donc voilà ce qu'est un avis sur TripAdvisor. Vous avez le pseudo de la personne, sa note, le titre, son avis, le contenu, la date de séjour, et on voit là en même temps en dessous la réponse du propriétaire qui exerce son droit de réponse. Voici les plateformes principales où ont lieu la e-réputation, les avis en ligne.
Le champion du monde, c'est TripAdvisor avec 831 millions d'avis sur la plateforme. Les principaux, en fait, si vous vous focalisez en fonction de quel type d'établissement touristique vous êtes, mais si vous vous focalisez sur TripAdvisor, Google et puis votre distributeur, ça peut être Booking, ça peut être Viator, ça peut être La Fourchette, focalisez-vous sur ces trois principaux et vous aurez 90% de votre volume d'avis. Il y a des plateformes qui représentent des niches, comme Zoover, c'est une niche, c'est à destination de la clientèle hollandaise. Donc, si dans votre segmentation client, il y a du hollandais, intéressez-vous à ce qu'il y a sur Zoover. La popularité des avis, c'est parce que notre société, notre marché est en train de se transformer en un marché de la conversation. On parle toujours, on échange avant de faire un acte d'achat. Et plus l'acte d'achat est important, plus il doit être sécurisé et plus il peut y avoir de prise de parole ou d'écoute. On a toujours parlé avant de faire un achat. Avant Internet, on parlait entre humains en tête-à-tête. Aujourd'hui, quand je dis on parle, c'est sur Internet. La discussion, elle est mondiale et elle est publique. Votre client va produire un contenu sur TripAdvisor qui va influencer le passage à l'acte de réservation des suivants. Un élément qui influence l'acte d'achat, on appelle ça du marketing. Donc, on est dans une situation où les voyageurs produisent du marketing à propos de vos établissements et en devenant coproducteurs, ils vont devenir de facto copropriétaires de ce marketing. La grande question, c'est que va faire le voyageur, le client, avec cette copropriété sur une partie de mon marketing. En fait, on assiste à un renversement des pouvoirs. Là, on a un chef macaron Michelin. Vous voyez ce que c'est, un chef Michelin? C'est un gars, il est dans sa cuisine, il a les bras croisés, il dit quelque chose, tout le monde fait oui, chef. Il hurle, on le craint, il est respecté. Et bien là, le chef, il dit, j'ai beaucoup plus peur de TripAdvisor que du Michelin, juste pour vous montrer que la e-réputation est en train d'inverser complètement les forces en présence, jusqu'à même avoir des comportements déviants. Et en fait, on assiste à une prise de contrôle par le client. Le voyageur, le client prend le pouvoir grâce ou à cause aux avis. Il a compris qu'il avait une capacité marketing, une capacité à influencer le comportement des voyageurs et donc votre chiffre d'affaires. Heureusement, ce n'est pas gris comme ça. La e-réputation, c'est beaucoup de choses positives. Juste, il y a une différence que nous, on fait entre les avis sollicités et les avis spontanés. Sollicités, c'est quand vous envoyez un email pour recueillir un avis. C'est ce que va faire Booking, par exemple, après le séjour. C'est ce que font toutes les plateformes de réservation. Les avis spontanés, c'est quand c'est le voyageur qui, de lui-même, va aller partager son avis et c'est ce qu'on trouve sur TripAdvisor. En fait, ce que l'on remarque, c'est que les avis spontanés sont beaucoup plus gourmands, chaleureux, ils racontent des histoires, il y a du vrai contenu, des fois ça peut être émotionnel, c'est propre, ça c'est du marketing, avec des éléments de langage divers et variés. Alors que les avis sollicités, comme je n'avais pas l'intention de donner mon avis, mais qu'on me le demande, je ne vais pas faire beaucoup d'efforts, et grosso modo, les avis sollicités, on a 3 points positifs, 3 points négatifs, et c'est tout. L'avantage des avis sollicités, c'est qu'ils sont liés à une réservation, donc on peut dire qu'ils sont authentiques, alors que les avis spontanés, sur TripAdvisor par exemple, il n'y a pas de lien avec de réservation et donc ils peuvent ne pas être authentiques. Donc il y a ce fait qui est vrai, mais il y a aussi la nature et en fait ce qui m'intéresse moi, c'est le pouvoir d'influence de l'avis en lui-même en tant qu'élément marketing. Comment est-ce qu'aujourd'hui, un client, un vacancier, un voyageur choisit un établissement? On a grosso modo 3 principaux critères: le prix, la localisation et la catégorie. Localisation, c'est en centre-ville, en périphérie, au bord de la mer, à la montagne. Le prix, vous savez ce que c'est. Catégorie, c'est 3 étoiles, 5 étoiles. Ou alors, est-ce qu'il y a un spa, un restaurant? Est-ce qu'il y a telle offre? Est-ce qu'il y a telle formule? Est-ce que c'est pour les familles? C'est avec ces 3 critères qu'on fait nos recherches sur Internet. Avec ces 3 critères, l'internaute va trouver 3-4 établissements qui correspondent à son besoin, à ses attentes. Donc déjà, ça, c'est un match parfait en termes de marketing. Et donc, il a dans sa corbeille 3 finalistes pour son prochain séjour. Comment il va départager ces 3 finalistes? Entre autres, pas uniquement, mais beaucoup, en allant lire les avis. En fait, ce que je veux vous dire, c'est qui lit les avis en ligne? C'est un voyageur qui est sur le point de réserver, c'est un voyageur qui hésite, qui a besoin d'être rassuré, qui est en train de départager 2-3
deux, trois choix, qui est en train de départager une présélection. Donc, ça veut dire qu'il vous considère. Et s'il vous considère, s'il vient lire, c'est que vous avez attiré l'attention et vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent pour attirer l'attention. Un site internet, du référencement, une stratégie sur les réseaux sociaux, etc. Et enfin, vous correspondez totalement à ces besoins en termes des trois critères. Il y a mon PowerPoint qui s'enflamme. En termes des trois critères. En fait, d'un point de vue marketing, c'est une tuerie. Nulle part ailleurs, vous allez trouver une audience, un segment de clients si qualifié et si proche de la réservation, et surtout une audience attentive. On ne contrôle pas ce que les gens vont partager, les avis. Par contre, il y a quelque chose que nous, on contrôle, c'est la réponse. Vous devez répondre aux avis que les gens déposent sur Internet. Pourquoi et quels sont les bienfaits de la réponse? Déjà, la première raison, c'est pour rétablir la vérité et maîtriser l'information. Les gens peuvent dire absolument n'importe quoi. Si vous prenez pas la parole pour dire ça, c'est pas vrai, ça c'est faux, voilà comment c'est, personne ne le fera pour vous. Vous avez un devoir de maîtriser l'information à propos de votre établissement. Ça montre aussi que vous êtes concerné. Si vous répondez aux avis sur Internet, ça veut dire que quelqu'un dans l'établissement s'occupe de la relation client et s'occupe de la satisfaction des clients. Rien que ça, c'est important. Mais c'est surtout que là, vous avez l'attention de votre audience. À l'heure où plus personne ne lit rien du tout sur Internet, les clients continuent à lire les avis de gauche à droite et de haut en bas, ils lisent là, et donc c'est un endroit où vous pouvez faire passer des messages, vous avez l'attention de votre audience, et ça c'est génial. Profitez-en par exemple pour faire du marketing. Dans une réponse, vous pouvez dire « Ah mais revenez l'année prochaine, on est en train de rénover ceci, on met en place cela ». Vous avez le droit, vous pouvez, il faut le faire habilement, mais mettre en avant votre établissement, ses avantages, l'actualité, les nouveautés. Je n'ai pas dit qu'il fallait transformer la réponse en une tribune publicitaire. Les statistiques, alors entre-temps j'ai changé d'avis sur ce que j'allais zapper, donc les avis sont globalement positifs. Si on prend la moyenne des avis déposés sur des établissements français pour l'année 2018 sur TripAdvisor, c'est extrêmement précis, la note moyenne est de 2,22 sur 5. Les gens partagent principalement quand ils sont contents. 90% des clients nous disent lire les avis avant de passer à un acte d'achat. L'audience est très qualifiée. 79% des clients disent oui, je fais confiance aux avis, et ils sont 74% à dire les avis m'influencent. Vous avez là un levier qui est lu par 90% des consommateurs. Ils font confiance à 79% et ils disent oui, on est influencé par 74%. D'un point de vue marketing, c'est une tuerie. D'ailleurs, on a une autre statistique qui nous provient des États-Unis qui dit que les établissements qui répondent à leurs avis génèrent en moyenne 35% de chiffre d'affaires en plus que ceux qui ne répondent pas. Étude faite en 2018, bien avant les éventuelles crises que l'on a pu passer. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a des leviers fantastiques et la réponse est un de ces leviers. Il faut que j'aborde là, en fait, grosso modo, il me reste un quart d'heure pour aborder la gestion de crise et ce que j'avais affiné. Donc, je zappe juste comment répondre. Si vraiment vous avez des besoins, revenez vers moi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans la réponse, ne cherchez pas la réponse parfaite. Souvent, on me dit « Ouais, c'est quoi une bonne réponse ?» Il n'y a pas de réponse parfaite. La réponse, c'est quelque chose de personnel. Elle dépend de vous, de qui vous êtes, de votre établissement, de votre ADN. Elle vient du fond de vous. C'est pas intime, mais c'est un acte de communication, quoi. Ça dépend de plein de facteurs. La meilleure réponse, c'est celle qui est sincère, authentique, chaleureuse, qui vient de vous. Ça sert à rien de prendre un vocabulaire très maniéré pour faire des réponses. Soyez dans la réponse comme vous serez avec le client sur place. D'ailleurs, si je vous donne à tous un avis et je vous demande d'y répondre, on va avoir autant de réponses, de stratégies de réponse qu'il y a de participants. Oups. Moi, quand j'écris une réponse, évidemment, on a toujours l'enjeu de l'orthographe. Je voulais juste vous partager, je ne sais pas si vous connaissez bonpatron.com. Bonpatron.com, vous lui donnez un texte, il vérifie l'orthographe. Avant, il va vous demander si vous êtes féminin, masculin pour vérifier les accords. C'est un bien meilleur correcteur orthographique que celui de Word. Il a ses limites comme toute chose. Et le meilleur traducteur en ligne, et encore une fois, c'est de la traduction automatique, ce n'est pas parfait. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est DeepL qui fait des belles traductions de
d'une langue vers le français et dans l'autre sens. Des fois, il y a des avis il n'y a pas de texte, c'est juste une note. Sur Booking ou sur Google, les gens peuvent juste laisser une note et il n'y a pas de texte. Nous, on considère que ce n'est pas un avis et donc on ne traite pas cela, on ne répond pas. Je ne sais pas quoi répondre à Schmidt-Jacques qui nous a mis uniquement 2 sur 5 sans explication. L'art de gérer sa e-réputation en période de crise. Donc, là, on fait un focus particulier sur la pandémie, sur le Covid. Certains établissements, notamment urbains, sont fermés depuis pratiquement un an. Qu'est-ce qui se passe du côté de la e-réputation en cette période-là? La première chose que la pandémie a modifiée et qu'elle modifie profondément, c'est le parcours de réservation du voyageur, en fait. On va de plus en plus vers des réservations de dernière minute, parce qu'on a besoin de visibilité pour savoir si je peux aller dans une autre région. Pour l'instant, on enterre la clientèle internationale. Le parcours de réservation est plus long, parce qu'il y a un besoin de plus de sécurité et de sécuriser les choix. Il y a un enjeu sanitaire dans l'hébergement ou l'activité que je vais choisir. Il y a probablement aussi une chasse au prix qui se fait. Si vous voyez le prix des hôtels 5 étoiles ouverts à Paris en ce moment, on peut dormir dans des très 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 beaux hôtels pour 80 € la nuit, chose qui serait impensable. Donc le voyageur va probablement vouloir profiter de cette chasse au prix. A priori, les avis seront consultés plus longuement, plus attentivement, de manière plus précise, parce qu'il y a ce besoin de réassurance, de sécurisation, et parce que j'ai besoin d'aller vérifier ce que je lis sur le site internet de l'établissement, d'aller le vérifier par un témoignage, par un avis en ligne. Tout ça pour vous dire que les prochains choix de loisirs, de vacances, vont être des choix beaucoup plus mûris, beaucoup plus avertis, précis. Et donc c'est en train d'élever aussi l'exigence du voyageur. Et qui dit élévation de l'exigence, vous voyez où je veux en venir. La plupart des plateformes de e-réputation, donc là je vais parler de TripAdvisor, de Booking, de Google, ont mis en place dans l'interface des établissements des zones spéciales Covid où l'établissement peut remplir des textes de présentation, ce qu'il a fait par rapport aux mesures sanitaires, comment il gère son personnel. Il y a des cases à cocher des fois pour dire si vous fournissez des masques et ceci. Il est important d'aller remplir toutes ces fiches-là, donc principalement Trip, Booking et Expedia, vos distributeurs d'une manière générale, et Google, parce qu'en plus, ils mettent en place des filtres de « je veux un hôtel à Angers qui respecte tel et tel truc dans la liste de sécurisation sanitaire ». Donc, si vous voulez de la visibilité, il est important de le faire, puis tout simplement parce que c'est important de le faire. Les premiers avis que vous allez avoir ou que vous avez déjà eu vont être capitaux. Quand vous avez un avis comme ça, dans le cadre de la crise Covid-19, l'hôtel Novalis de Quimperlé a défini un protocole rassurant pour la réception et pour le petit déjeuner. Voilà, quand je lis ça, moi, je suis rassuré, je sais que je peux y aller. Si c'est un avis inverse qui dit que l'hôtel ne fait absolument rien et que c'est catastrophique, ça peut fermer des ventes, ça peut ouvrir des ventes. Il y a un vrai enjeu sur les premiers avis. Qu'est-ce qu'on peut faire là? En fait, en ce moment, on ne collecte aucun avis. Nous, on doit récolter 10% du volume que l'on récolte habituellement. J'avais comparé février 2021 à février 2020. Février 2020, c'était la dernière période ouverte, si je puis dire. On était à un peu plus de 10% de volume d'avis. Donc, il y a une crise de l'avis. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut répondre au négatif. On peut profiter de ce temps calme pour répondre au négatif. Si le négatif n'a pas de lien avec la crise sanitaire, on y répond comme d'habitude. S'il est en lien avec la politique d'annulation non comprise, parce que pendant le premier confinement, il y a beaucoup de séjours qui ont été annulés avec des changements de stratégie, un avoir pendant 18 mois, remboursement au bout de 18 mois, etc. Ça a généré du volume d'avis négatifs. Donc là, il faut réexpliquer la situation, la politique d'annulation en s'appuyant sur l'ordonnance 2020-315 du 25 mars et surtout dire on fait tout au cas par cas, on est humain, nous aussi on souffre, blabla. Si c'est un avis négatif en lien avec un problème de geste barrière ou un problème sanitaire dans votre établissement, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc réexpliquer
pourquoi, comment, ce que vous avez mis en place. Si effectivement vous avez fait défaut sur certains gestes barrières ou normes sanitaires, évoluer et expliquer que vous avez évolué, que ça s'est corrigé. L'enjeu vraiment, c'est la communication. Et si vous pensez que des gens déposent des avis un peu abusifs pour faire pression pour obtenir un remboursement, à ce moment-là, n'hésitez pas à le signaler. TripAdvisor a un formulaire spécial pour les tentatives de chantage. Qu'est-ce que l'on peut faire pendant cette période calme, entre guillemets, pour les acteurs touristiques? Ils peuvent en profiter pour répondre aux positifs. Oui, mais répondre un an après à un positif, il suffit d'expliquer, quoi. Mais donc, répondez pas à tout, hein. Il y a pas que ça, vous n'avez pas que ça à faire, puis ça serait ça serait un over, quoi. Choisissez les plus récents, puis répondez dans chaque langue, parce que quand un Italien se connecte à TripAdvisor sur votre territoire et sur votre établissement, le premier avis qu'il va voir, c'est un avis qui a été écrit en italien, même si cet avis-là, il est vieux de 3 ans. Profitez de la réponse, et c'est là où vous avez l'attention de l'audience, vous avez une tribune pour parler, pour faire passer des messages. Donc, profitez de ces réponses pour dire des choses, donner de vos nouvelles, dire que vous allez bien, que l'équipe est toujours là, en forme, dites où vous en êtes, parlez de votre territoire, qu'est-ce que vous avez fait pendant des éventuelles périodes de fermeture, qu'avez-vous amélioré, les travaux, créer de la vie, enfin voilà, montrer que vous êtes vivant là. La plupart des établissements sur Internet, on a l'impression qu'ils sont morts, ils sont pas présents, peu présents sur Booking, leur site Internet, les réseaux sociaux sont pas animés. Enfin, c'est un peu la morosité ambiante, créer de la vie. Alors, ne faites pas des grosses réponses où vous tenez un blog et vous racontez l'histoire de tout l'établissement, mais voilà, montrez que vous êtes là, toujours dynamique et dynamique, quoi. Soyez positif, joyeux, c'est la morosité, mais si vous prenez la parole en public, notamment dans les réponses, ne parlez pas de vos soucis, des enjeux économiques, politiques et tout ça. Nous, notre métier dans le tourisme, c'est d'accueillir les gens, de leur partager le territoire, de leur faire vivre des choses. Voilà, notre métier, c'est l'hospitalité, c'est la bienveillance dans l'accueil. Et puis, c'est l'enjeu du territoire. Personne ne veut aller découvrir un territoire où c'est morose. Donc, moi, je jouerais à fond sur le côté il fait super beau aujourd'hui. Enfin bon. Ça, c'est si vous avez une stratégie de je profite d'un avis pour répondre et faire passer des messages pendant cette période de crise. Une fois la période de crise, pensez à revenir pour supprimer vos réponses qui étaient purement de la communication et pas forcément de la réponse à Tutu37 qui est venu partager son avis à propos de l'établissement. Aujourd'hui, quels sont les besoins des voyageurs qui sont en train de préparer leur prochain séjour? Le premier besoin, c'est l'établissement est-il ouvert? Aujourd'hui, on ne sait pas qui est ouvert, qui est fermé. Quand vous cherchez un hôtel, un restaurant, une activité, un site de visite, quoi que ce soit, vous arrivez sur le site, des fois c'est marqué, c'est clair, bien souvent c'est pas marqué, c'est pas clair, on ne sait pas. Donc première information, dites oui, nous sommes ouverts ou nous ouvrons. Vous pouvez le dire dans une réponse. Je suis vraiment dans la réputation. J'utilise la réponse comme un canal de communication car j'ai l'attention de mon audience. Autre degré d'information dont l'audience a besoin, c'est dans quelles conditions, oui, vous êtes ouvert, mais si c'est pour avoir un plateau repas enfermé dans ma chambre et que le petit déjeuner, ça soit dans un sac craft tout froid, moi, ça ne me convient pas. Est-ce que le spa, est-ce que le restaurant, enfin, c'est pas tout d'être ouvert, c'est dans comment je suis dégradé, si je suis dégradé. Ça, il faut le dire, parce que si le client découvre en arrivant que le grand buffet généreux à 18 € a été remplacé par un plateau repas en chambre, il le comprendra, c'est la pandémie, mais s'il n'a pas été prévenu, ça va être une déception. L'objectif, c'est de limiter les déceptions. C'est toujours le décalage entre perception et réalité qui crée l'insatisfaction. Troisième degré d'information, c'est est-ce que vous avez mis en place dans votre établissement des mesures sanitaires, les gestes barrières, les distanciations, les masques et tout ça. Aussi, quatrième information dont le voyageur a besoin aujourd'hui, c'est est-ce que je peux réserver flexible? Est-ce que je vais pouvoir annuler facilement ou est-ce que je suis prisonnier? Et enfin, pour moi, la chose importante, c'est le territoire est-il ouvert? Un touriste, un voyageur, quand il vient sur le territoire, c'est pour découvrir le territoire. Il ne va pas passer la journée chez vous, dans votre activité, ou dans votre hôtel, ou dans votre restaurant. On n'est qu'une brique dans tout le truc. Et donc, voilà, moi je veux bien aller passer le week-end à La Rochelle. J'aime beaucoup La Rochelle. Je ne sais même pas pourquoi je parle de La Rochelle. Mais si c'est pour me retrouver dans une ville complètement morte avec personne dans la rue, vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y a des choses à mettre en avant, et il y a toujours des choses à mettre en avant, les balades dans la campagne, la forêt, ça c'est en plein air, c'est ouvert. Enfin voilà les 5 degrés d'information. Et moi j'ai envie de vous dire, si vous répondez prochainement
également à des avis, donnez ces informations dans votre réponse. Vous en avez le droit, et c'est même pas un droit légal, c'est voilà, ça fait partie du jeu. Si vous avez des points de frottement, parlez-en avant, dites ce qui va se passer, comment ça va se passer. Oui, effectivement, le buffet du petit déjeuner a été remplacé par un plateau en chambre. Je peux comprendre que c'est moi, mais vous savez, vous pouvez nous redemander autant de fois que vous voulez de ceci, de cela. On a remplacé. Enfin, voilà. En fait, on est en train de passer du storytelling vers le story caring. Comment je vais prendre soin de vous. Et une fois que ça va réouvrir, et c'est ma dernière slide, aux premiers avis, là, quand les premiers avis vont tomber, le plus rapidement possible, j'espère, sinon cet été en masse, comme l'été dernier, ça a été une folie en termes de réputation, euh, aux premiers avis, bah, déjà, retournez, si vous avez fait des réponses de réassurance, retournez les supprimer, et puis répondez toujours avec les mêmes messages. On est ouvert, toute l'équipe va bien, on a profité du confinement pour faire des travaux, on a tout nettoyé, l'établissement brille, il est tout beau, tout propre, il fait beau dehors, la piscine, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Faites votre métier qui est de faire rêver en proposant un break, voilà, a priori, ce dont on a besoin tous le plus rapidement possible, c'est de faire un break, de se retrouver en famille ou en tribu et de faire un break. Mettez-moi l'eau à la bouche. Vous savez, vous pouvez jouer avec les 5 sens. Si dans une réponse, vous parlez de la bonne odeur de la pizza, on a presque l'impression de le sentir, il faut qu'on arrête de faire des réponses très stéréotypées, un peu normées, école hôtelière. Cher monsieur, permettez-moi de prendre la parole afin de... Ouais, ok, c'est chouette, c'est un style, mais... mettez de la gourmandise en avant. Allez, j'arrête, je suis en train de m'enflammer. Il est 56 et bah, j'ai l'impression que je l'ai fait avec un lance-pierre. Et ça veut dire qu'on a plus de 15 minutes pour les questions-réponses. C'est bien ça? Et vous avez intérêt à être bon avec les questions-réponses, là. Je te confirme, Thomas, que le timing a été extrêmement bien tenu et qu'il nous reste donc une quinzaine de minutes pour répondre aux questions que les personnes pourraient se poser. Donc n'hésitez pas à faire des remarques, des commentaires, ou même si vous avez des questions, je pense que Thomas pourra y répondre avec grand plaisir. Parce que comme vous savez et comme vous le connaissez, Thomas est quand même spécialiste à ce niveau-là et il pourra vous orienter. Donc je regarde, je ne sais pas si vous êtes tous des professionnels à ce niveau aussi. Alors, Céline, j'enchaîne. Merci, Georgina. J'ai évoqué de supprimer les avis liés. Non, on ne peut pas supprimer les avis. Simplement, si dans ma stratégie, je vais utiliser un avis pour faire passer des messages, donc je vais écrire une réponse pour faire passer mes messages, et une fois que la crise est passée, je peux supprimer la réponse que j'ai publiée, mais je ne peux pas supprimer l'avis. Et ça, c'est quelque chose que je ferais, j'irais tout supprimer parce que, voilà, si sur ma page, il n'y a pas de traces de Covid, bah, je ne veux pas qu'il y en ait dans mes réponses parce que ce n'est pas un élément positif. Donc, voilà, si j'utilise ces stratégies, mais qui est de répondre aux avis pour faire passer des messages, il faut que je pense à nettoyer mes réponses après. Avec plaisir, Céline. Est-ce qu'il y en a qui répondent aux avis là? Et si vous répondez aux avis, dites oui, moi je réponds là dans le chat. le gars, il se prend un ventre. Ou alors il y a un jet lag total. Ah oui, je vous ai pas dit, je suis à New York, donc forcément il y a un temps très très long. Ouais, Mélanie, merci Mélanie. Ouais, je vois qu'il y a Philippe Lemaire, peut-être, il a un avis également, j'imagine, à ce sujet. Fanny aussi, ouais. Est-ce que vous avez des points de souffrance dans la gestion de vos avis? Est-ce que vous avez des points de souffrance? Est-ce que c'est facile de répondre? Je le néglige malheureusement. Bah, je pense qu'un community manager peut vous aider, Philippe. Enfin, je ne sais pas si c'est à quel degré c'est malheureux pour vous. C'est interruptif.
Georgina aussi, elle répond. Et dans ceux qui répondent, est-ce que vous avez des points de souffrance dans la réponse? C'est quoi le moins évident? C'est quoi? De savoir à quel avis répondre, comment commencer, quel style adopter, surveiller, tout ça. C'est quoi? Est-ce que vous avez des points de souffrance dans la réponse? Philippe, j'ai du mal à comprendre le C interruptif. Ah, les avis moyens. Ouais, on y a été. Bon, c'est bien. Ils sont gentils, on a bien mangé, mais bon, ça vaut pas le prix, quoi. Un peu comme ça, quoi. Est-ce qu'il faut répondre à tous les avis quand on est même une petite structure et qu'on n'a pas forcément le temps? Parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs qui se demandent comment le gérer aussi. Alors nous, on répond, nous on dit, la stratégie, c'est on répond à tous les avis négatifs. Un avis est négatif quand il est en dessous de 70%, ou alors peut-être que la personne s'est trompée, elle a mis un 5 sur 5, mais dans la vie, elle dit plein de choses négatives, donc dans ce cas-là, il faut répondre quand même. Après, sur les avis positifs, on ne va pas répondre à tous, parce qu'il y a un phénomène de lassitude, à la fois de la part de celui qui répond et à la fois de la part de l'audience qui va lire, ou alors il faut être très bon d'un point de vue éditorial, hein, là c'est possible. Donc nous on dit, si vous répondez à 1 sur 3, 1 sur 5, ça suffit. En fait, pourquoi 1 sur 5? Sur la page de TripAdvisor, il y a 5 avis, et donc ce ratio permet toujours d'avoir une réponse où que ce soit sur la première page, et donc ça envoie un message. Et par exemple, moi quand je réponds à un avis positif, je peux rajouter un petit mot du style je réponds pas à vous tous qui nous déposez des gentils avis, mais sachez qu'on les lit tous, qu'ils nous font plaisir, et j'en profite pour vous remercier tous de ces retours. Et j'essaie d'avoir aussi un petit mot pour les autres parce que je veux pas les ignorer. En fait, les avis, ça va dépendre si vous êtes dans une... Attention, hein, si vous remettez une pièce, je repars. Hein. Les avis, ça va dépendre si vous êtes dans une stratégie de relation client. Je réponds à Sniper49 qui a déposé un avis, ou alors si je suis dans une stratégie de marketing, je ne réponds pas à Sniper49, je réponds à tous les autres qui sont en train de choisir un établissement sur le territoire. Alors, c'est pas l'un ou l'autre, c'est un petit peu des deux. Moi, je fais beaucoup plus je parle à l'audience que à la personne, mais j'ai toujours un petit mot pour la personne. C'est spontané, Georgina, elle répond spontanément, c'est ça, je ne vais pas dire c'est le cœur qui parle, quoi, mais pas de prise de tête, quoi. Soyez ce que vous êtes, naturel. Alors, Fanny a choisi de répondre aux avis Google sans argument pour comprendre pourquoi cette mauvaise note. Ah, ouais. Bah ça c'est aussi mais ça alors là après s'il faut déposer sous chaque avis sans note sans texte de Google, il faut dire je ne peux pas comprendre votre mécontentement, auriez-vous l'amabilité de revenir vers moi et de mettre un numéro de téléphone. Ouais, pourquoi pas, hein. Si je peux afficher mon numéro de téléphone, je le fais, hein. Dès que vous pouvez afficher votre numéro de téléphone, faites-le. Le téléphone, c'est le meilleur canal de relation client, c'est le meilleur canal pour faire une vente. Et le téléphone, c'est vous qui décrochez. Il n'y a pas une OTA ou un géant du web américain qui va essayer de vous prendre le client au passage. Ça y est, je suis reparti. À quel rythme, Caroline, à quel rythme faut-il consacrer du temps à répondre aux avis? Parce que c'est chronophage. Ouais, c'est chronophage. L'enjeu, c'est de vous créer une routine. Après, ça va dépendre de l'établissement, hein, il y a des établissements, ils prennent très peu d'avis, donc 1 heure par mois, ça suffit largement. Il y en a d'autres, ils ont un volume d'avis plus important. Ce qui est important, c'est de vous structurer, de structurer la fonction, qui surveille, qui fait telle procédure, qui relit, qui publie. Généralement, la même personne, ça le fait très bien. Une relecture à part un tiers, c'est toujours positif. Ça va dépendre de votre volume. Voilà. Encore une fois, vous avez toujours la possibilité, comme vous avez des agences web qui font votre site internet, des community managers qui vont animer votre communauté, vous avez des agents spécialisés qui vont répondre à vos avis. Question de filer beaucoup de sources d'avis et de réponses. Réponse pas toujours facile d'accès. Ouais, il y a aussi cet enjeu il faut que j'ai en permanence mes accès à Google, à TripAdvisor, à Booking, Expedia, mes OTA, La Fourchette, Viator, Yelp, à Zoover, à Page Jaune, à Holiday Check. On pourrait en parler comme ça. Ouais, il y a ça. Il y a des logiciels qui vont vous aider à faire tout ça. On appelle ça un ORM. Pour Online Reputation Management, c'est un logiciel qui va aspirer le web et qui, dans une seule interface, vous présente tous vos avis sur Google, tous vos avis sur TripAdvisor, tous vos avis sur les plateformes où vous avez des avis. Comme ça, vous avez
toute la lisibilité d'un coup, d'un seul œil, quoi. Là, c'est des briques logicielles. Il va falloir compter entre 40 60 euros mensuels, quoi. Bah, ça vous fait gagner du temps. Vous payez le temps que vous gagnez. On est dans un monde sans fin, au secours. Ah, les outils gratuits. Je ne sais pas si vous êtes hébergeur ou quoi, mais les hébergeurs, il y a un outil c'est Trivago. Trivago, il va agréger les avis de certains autres sites tiers. Donc pour moi, c'est le meilleur endroit où, si je suis un hébergeur, plutôt hôtel, je peux avoir un petit peu de visibilité sur ce qui se passe sur les plateformes, mais fondamentalement, ça casse pas quatre pattes à un canard, quoi. Après, c'est pourquoi l'outil gratuit, Philippe? Il nous reste 11 minutes, c'est bon. Ensuite, il y a Mélanie Rest qui déclare qu'ils ne répondent pas aux commentaires négatifs et positifs et c'est un site culturel qu'elle représente. Et pourquoi vous répondez pas, en fait? C'est ça l'enjeu. Si, c'est le contraire. On répond. Ah oui, on dit, répond. en fait. Nous, on répond aux deux, en fait. Ouais. Mais essentiellement, du coup, sur Facebook, Google, un tout petit peu TripAdvisor. C'est là où on est plus référencé. Vous avez mis en place des stratégies et des processus ou c'est fait comme le premier qui voit, qui répond, comment ça se passe? Non, c'est essentiellement le community. Votre caméra, si vous voulez. Pardon. Oui, du coup, on répond. Hop, c'est bon. On répond, c'est essentiellement en fait du coup notre community manager et puis moi qui suis responsable communication. Ok. Et vous répondez, c'est chouette. Est-ce qu'il y a déjà des gens, quand ils sont arrivés dans votre établissement, ils ont dit on a vu les réponses, on adore, comment vous répondez? Non. Du coup, on n'a pas ces retours-là. Après, du coup, c'est vrai que la crise a un tout petit peu compliqué puisqu'on a dû passer à une billetterie en ligne obligatoire par rapport à la gestion de choses qui n'était pas habituelle en fait pour notre site. Et c'est vrai que c'est là où finalement on a eu le plus de commentaires négatifs, des gens qui n'ont pas pu rentrer. Donc, c'était pas forcément toujours très objectif puisqu'ils n'ont pas pu finalement le château. Et alors, comment vous répondez à quelqu'un qui dit ça fait 3 fois que j'essaye de prendre un billet, il n'y a jamais de place, c'est une honte, on explique que la situation sanitaire a dû réduire nos jauges et que du coup, c'est pour ça qu'on impose la billetterie en ligne. Et voilà, malheureusement, du coup, effectivement, c'était en partie réduit puisque nous étions limités à peu près à 1200 personnes par jour, par exemple, sur l'été, là où on est à 5000 en fait. Donc forcément, il y a eu des mécontents. Donc on est resté factuel en fait. Ouais, mais est-ce que là, on pourrait exprimer des émotions en disant, vous savez, nous aussi, on est vraiment triste de ne pas pouvoir vous accueillir, de voir le site tourner au ralenti, ça nous fait mal au cœur. Ce site-là, c'est un peu notre bébé, on le chouchoute. Est-ce qu'on pourrait exprimer des émotions ou donner des choses personnelles comme ça? On l'a, alors peut-être pas à ce point-là. On a essayé quand même évidemment de rendre voilà, en disant on est vraiment désolé. Voilà, effectivement, on fait notre mieux. La situation impose ces normes. C'est aussi pour le respect du coup sanitaire et pour que tout le monde ait le meilleur accueil. Et voilà, en disant désespérez pas, réservez en ligne et il y aura des créneaux qui sont disponibles, quoi. Moi, je dis. Après, effectivement, on n'est peut-être pas allé jusque là. Mais n'hésitez pas tous à exprimer des émotions, parce que le choix du voyageur, il va de plus en plus se faire sur du choix de l'humain, en fait, avec qui je vais être, avec qui je vais partager, qu'est-ce qui va me faire découvrir, qu'est-ce qui va apporter en plus à mon séjour. Une chambre d'hôtel, un site de visite, on est tous interchangeables. Hein. Ok, je ne vais pas aller au château de la machin, mais je vais aller à la place. Hein. On est tous interchangeables, quoi. Et donc, pour moi, la vraie différence dans les prochaines années va se faire sur ce côté humain. Et donc, j'ai envie de dire, maintenant, commençons déjà à parler de nos valeurs, de notre ADN, de pourquoi, comment. Et parce qu'en plus, les choix des consommateurs vont être de plus en plus, je ne vais pas dire éco-citoyens, mais on est de plus en plus en train de donner des sens à nos actes de consommation, à nos choix, à ce que je veux vivre. Et donc, cet élément humain devrait prendre le dessus. Exprimez vos émotions. Je réponds juste. Du coup, je suis au château du Haut-Königsbourg en Alsace. Parce que du coup, je vois que quelqu'un me demande. Merci. Du coup, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé. Waouh, Céline. Mélanie, tu as été stalkée en direct. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, réflexions? Là, on a encore du temps, c'est chouette. Faut qu'on fasse plus souvent des formats comme ça où l'intervenant, il parle pas beaucoup et il fait plein d'échanges.
Pardon Thomas, mais j'avais besoin de voir pour comprendre un petit peu pour comprendre pourquoi il y avait aussi les avis qui étaient importants sur ce site-là. Et effectivement, Château du Haut-Königsbourg, je comprends pourquoi. Mais Oui. il y a aussi, tu vois, il y a un phénomène, comme ils sont passés à une billetterie en ligne, les gens pour acheter ont dû fournir leur adresse email et Oui. probablement qu'ils recevaient une sollicitation après de venez noter ceci, cela. Donc rien que de Non, on passer. l'a pas fait ça. Vous On n'avez l'a pas pas fait, mis mais en tu place. vois, mais ça peut être un effet du Covid. Je passe en click and collect ou online et donc je génère un nouveau volume d'avis et des avis de gens qui d'habitude ne donnaient pas d'avis. Donc ça change fondamentalement aussi mon image sur Internet. C'est diable ça. Du coup, ce que tu dis là, Thomas, c'est qu'il ne faut peut-être pas forcément non plus inciter à déposer des avis. Ah bah ça, c'est la grande question. Malheureusement, on est dans une course à la vie. Ben Aujourd'hui, oui. les algorithmes et tout ça, c'est celui qu'on a le plus qui gagne à la fin, quoi. Mais la course à la vie, elle n'est pas bonne non plus pour deux raisons, parce qu'on ne sait pas demander des avis aux clients. Moi, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me sensibilise, j'ai l'impression de voir un SDF roumain dans le métro. S'il vous plaît, déposez l'avis, j'ai beaucoup travaillé, très dur pour toi. Enfin, c'est atroce. L'établissement est dans une situation d'infériorité, il me demande quelque chose. Donc déjà, ça renvoie pas une bonne image. Il faut savoir le faire, hein. On sait le faire avec élégance. Enfin bon. Et le deuxième truc, c'est à force de demander aux gens de déposer des avis, les gens ils se disent mais pourquoi tout le monde me demande de déposer mon avis? Ah, c'est parce que mon avis a un poids. Le voyageur prend le pouvoir. Donc il faut trouver un équilibre entre faut le faire parce qu'il faut des avis et puis faut pas le faire parce que ou alors faut bien le faire. Enfin c'est encore une comme à chaque fois, hein, c'est un outil, ça ne fait que ce que l'on fait de l'outil. Oh, la vieille réponse de consultant. Attendez, il y a M. Grou qui a posé une question là. Le cœur a plus de mémoire que le portefeuille. Ouais, entièrement d'accord. Je ne sais pas quoi rebondir là-dessus, M. Grou, mais merci. Amélie, vous savez qu'il était important de montrer sa présence sur le web, malgré le contexte, et comment en faire en dehors des avis et sur les réseaux, quel sujet aborder s'il n'y a pas de clients? Parlez de votre territoire, donnez envie aux gens de venir, donnez envie aux gens de se reposer, de voir la nature, de rencontrer des gens, d'échanger, de découvrir de la gastronomie, de faire des visites. Les gens, ils viennent sur le territoire, donnez-leur ce dont ils ont envie. C'est facile à dire, mais parlez de tout ça, quoi. Parlez de ce week-end, on a été faire une balade en forêt, on a voulu découvrir un nouveau sentier, on a découvert un super chouette. Puis au détour d'un tac, un grand lac est apparu et il y avait des oiseaux, on a nourri les oiseaux, tenez, regardez les photos. Enfin, spontané, naturel, mais c'est ce que tout le monde dit de faire depuis des années. Enfin, non, peut-être pas des années, mais si quand même. Enfin, euh, donnez envie, faites saliver. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être pour ceux qui se sont connectés plus tardivement? Mais oui, il va falloir écrire des bouquins comme l'écrit Philippe Lemaire. Mais faites comme les droneurs ce matin, un petit vlog. C'est vraiment, vous prenez votre téléphone, on a tous des téléphones comme ça, vous vous filmez, bonjour, c'est Thomas, alors je suis devant là, je vais vous montrer, on va aller au sentier, puis vous faites un petit truc spontané, naturel, et et si c'est cohérent, ça le fait, mais grave quoi. Enfin bon. Si vous êtes un hébergeur, rapprochez-vous de votre hôtel qui pourra vous aider à parler positivement de votre territoire et vous suggérera des pépites qui risquent à sa connaissance fine du territoire. Merci Caroline. Travailler ensemble. tous ensemble. Ouais. Peut-être une dernière question? Et puis sinon, surtout, n'hésitez pas à contacter Thomas. Il se fera un plaisir de vous accompagner avec son équipe. Ah ouais. Il y a une équipe de choc. Et qui tient le choc. En ces périodes difficiles. Ouais. On a juste, je fais un peu de pub, hein, on a un programme de e-learning sur la e-réputation. Si vous voulez aborder ça plus sereinement, avoir des fiches pédagogiques, des process et tout ça, il y a possibilité de faire une formation en ligne, à distance. Enfin voilà, quoi, j'arrête là. Comment contactons Thomas? Peut-être on tape Thomas Young sur Google. Non, je suis méchant. Je vous mets mon numéro rien que pour vous. 02. Le numéro et puis l'adresse mail sur laquelle on peut te joindre aussi, comme ça.
t'envoie un mail. Voilà, alors ça c'est le numéro du bureau. Il y a 2 visios en ce moment au bureau, donc le téléphone il est décroché, donc n'appelez pas dans la prochaine heure, il n'y aura pas de réponse. Merci à vous. Il est 15h14 à l'horloge atomique de mon ordinateur. Super, merci beaucoup Thomas. Merci à vous tous, merci Laure, et restez parce que il y a... oui, c'est aussi beaucoup sur Google. Et restez parce qu'il y a une intervention de Jean-Luc Boulin juste après que ça va envoyer du lourd. Pou, pou, pou. Exactement, sans transition aucune. Jean-Luc est présent en plus, donc je vais le laisser se présenter par la transition pour enchaîner sur le second atelier avec Jean-Luc. Mais merci Thomas pour cette débrouille-toi avec ça. C'est du très fort. Yes. Bonjour Laure également, voilà, et bonjour à tous sur cet après-midi. Donc je ne sais pas si vous me voyez bien. Si. Oui, très bien. Bon, mais super. Donc du coup, je vais cet après-midi, tu m'as demandé Laure d'intervenir sur l'accompagnement des territoires dans cette crise Covid. Donc c'est ce dont je vais vous parler. Je vais aller partager mon écran. Voilà. Et je pense que c'est bon. Voilà. C'est bon, on voit la belle pomme. Voilà, alors on voit la belle pomme, mais c'est pas bon. Et là, vous voyez le... Et là, on voit innover dans l'accompagnement des territoires. Voilà, donc c'est tout à fait ça. Donc c'est le début de ma présentation. Donc que je me présente tout d'abord, je m'appelle Jean-Luc Boulin, je suis conseiller en tourisme et j'ai été pendant 20 ans directeur de la MONA. 17 ans exactement, c'est la mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine. Et à ce titre-là, je me suis occupé de l'accompagnement des territoires, offices de tourisme, pays d'accueil par naturel de la région. Et puis, je suis également rédacteur en chef du blog itourisme.info, qui est un blog qui existe depuis une quinzaine d'années, qui travaille qui parle des innovations en tourisme. Et puis, je suis également, en temps perdu, je suis prof à la fac de Bordeaux, je m'occupe des masters en tourisme. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler, tout d'abord revenir, moi, parce que j'aime bien ça, quand même, revenir, prenant un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, depuis 1 an exactement, et c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, en deuxième partie, je parlerai beaucoup plus d'accompagnement des territoires. Alors, déjà, sur la première partie, sur tourisme et Covid, la situation au jour d'aujourd'hui, moi, je suis quand même toujours dans une phase de sidération totale. Quand on se rappelle, il y a 1 an et, disons, 2 mois, 1 an et 1 mois, allez, en février 2020, comment on envisageait déjà les vacances de Pâques et la saison avec tous les ponts qu'il y avait du mois de mai et comment ça allait exploser. On était sur une phase ascendante sur le tourisme en France, que rien ne semblait arrêter, quoi, en fait. Pour les territoires, 2019, ça avait été l'année où les plateformes comme Airbnb ou Booking avaient reversé la taxe de séjour au territoire, etc. Donc c'était vraiment sur une expansion où on commençait un peu à parler de surtourisme, mais en fait, quand même, on était toujours sur une piste ascendante. Et puis, on se rend compte aujourd'hui qu'on a eu 66% de recettes touristiques internationales en moins, 56% sur les recettes nationales, ce qui est quand même absolument énorme. Il y a 1300 milliards de dollars au niveau mondial. Il y a des pays comme par exemple la Thaïlande. J'ai une amie qui a des chambres d'hôtes en Thaïlande. Ça fait 1 an que le pays est fermé aux touristes étrangers, mais totalement, quoi. Donc, quelque chose, pour certains pays, c'est assez exceptionnel. Voilà, entre janvier et août, 70% de baisse du tourisme mondial. Et il y a 32% des destinations qui sont totalement fermées au tourisme. Dans un monde où, en fait, la possibilité de voyager quand on était blanc, occidental et titulaire d'un passeport, hein, parce que c'est pas pour tous les citoyens du monde entier la même chose, mais quand on était citoyen, qu'on était blanc, qu'on avait des billets d'avion pas chers,
on pouvait finalement très facilement voyager dans le monde entier. Et d'un coup d'un seul, en quelques semaines, tout ça s'est fermé. Et c'est quand même pour moi énorme. Alors, les grands joueurs, ils ont perdu des milliards. En fait, Airbnb qui perd 4 milliards de dollars en 2020, c'est aussi une période étonnante parce qu'on se dit qu'à n'importe quel autre moment de l'histoire de l'économie, une entreprise qui perd 4 milliards en un an, logiquement, elle ne tient pas debout longtemps. Et là, tous les mastodontes, ils sont toujours là et on va y revenir parce qu'ils vont réagir. La pandémie, elle a impacté chez nous tout d'abord les entreprises, pour moi énormément, qui sont sous tension financière, mais surtout tension nerveuse. Alors tension financière malgré tout pour un certain nombre d'entreprises, mais il y a quand même eu les aides gouvernementales qui étaient importantes et qui ont permis qu'il n'y ait pas encore beaucoup de dépôts de bilan. Mais le plus difficile, ça reste quand même ce manque de visibilité qui est absolument énorme pour toutes les entreprises. On ne sait pas encore quand est-ce que ça va vraiment repartir. On sait que ça va repartir sur le printemps 2021, voire l'été 2021, voire peut-être l'automne 2021, mais on n'a toujours pas cette visibilité, ce qui nerveusement est vraiment compliqué. Il y a des filières qui sont énormément impactées dans cette crise Covid. C'est notamment le monde du tourisme d'affaires, le MICE, les meetings, les incentives, les congrès, les événements, l'hôtellerie urbaine, le monde de la montagne. Ils ont énormément souffert depuis un an. On se retrouve malgré tout avec des hébergeurs et des activités en milieu rural qui s'en sont mieux sortis, surtout grâce à la saison exceptionnelle de 2020, dont on attend peut-être qu'elle se reproduise en 2021, mais c'est très inégal aussi. Et finalement, ce qui était quelque part les urbaines, notamment le tourisme dans les villes, qui étaient les grands gagnants, les midweek, etc., c'est aujourd'hui la filière qui souffre le plus. On a le grand retour des territoires ruraux qui ont été, vous voyez là, c'est une photo de l'Aubrac que j'ai prise cet été. L'Aubrac qui était, il y a eu un nombre de reportages sur ce secteur extrêmement rural et il y avait un monde qui était absolument fabuleux. Ils ont été redécouverts, plébiscités par les clientèles. C'est devenu très tendance de partir en Creuse, de partir dans tous les territoires extrêmement ruraux qu'on peut avoir. Et le tourisme urbain a été beaucoup plus à la peine. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que ces tendances 2020, et c'est ce qui va être important pour voir comment on accompagne les territoires, est-ce qu'on est sur un épiphénomène qui s'est déroulé en 2020, où on a eu un changement du comportement des touristes lié uniquement au fait qu'on ne puisse pas voyager ailleurs? Est-ce que c'était juste ça? Ou bien est-ce qu'on est réellement sur un changement de tendance profond? Et ça, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai peut-être quelques éléments de compréhension. Après, je ne suis pas devin, donc je n'ai pas vraiment de réponse. Alors, on le sait, ça c'est Jean Pinard, le directeur du CRT, du CRT des loisirs d'Occitanie, qui dit les vacances Covid, cette année encore, ce sera proximité, nature et activité. Ça, c'est vrai que c'était 2020, 2021, etc. Pourquoi proximité, nature et activité? Proximité, parce qu'on ne pouvait pas partir loin. Donc, du coup, les 12 millions de Français qui ont l'habitude de voyager en Europe, un peu partout dans le monde pendant la saison estivale, eux, ils sont restés chez eux, ils sont restés à proximité. Ils sont allés consommer de la nature parce qu'après un confinement, le confinement du printemps 2020, où pendant 2 mois on est resté enfermé chez soi, on avait envie de nature, de grand air et d'espace. La nature, c'était également le fait d'un point de vue sanitaire d'être plus protégé. Et puis il y avait ce gros besoin d'activité qui existe toujours, de se dépenser, de se défouler, etc. Les tendances qui ont été en hausse, en fait, qui étaient des tendances qui existaient déjà, c'est tout ce qu'il y a autour du durable. C'est tout ce qu'il y a autour du slow tourisme, tout ce qu'il y a autour du locatourisme. Tendances qui ont été largement aidées par la communication des médias. Il n'y a jamais eu autant de reportages gratuits sur les destinations rurales en 2020 et les destinations en France de façon générale. En 2020, il n'y en avait jamais eu autant. Cette année, ça a été vraiment, l'an dernier, ça a été un gros coup de pouce. Donc là-dessus, on était pas mal sur ces tendances.
Ce que je vais essayer d'expliquer, c'est comment, selon moi, on passe du signal faible à la tendance lourde. Alors, un signal faible, c'est quoi? C'est une information d'alerte précoce, de faible intensité, qui peut être annonciatrice d'une tendance ou d'un événement important. Et par exemple, il y a un an ou deux, c'était le locatourisme. C'était ce qu'on peut appeler un signal faible. Il y avait notamment un journaliste qui s'appelle Joël Henry, qui est de Strasbourg, qui était venu à l'automne 2019 dans ma région pour animer une conférence sur le locatourisme, comme une nouvelle façon. On parlait déjà un peu de staycation, c'est-à-dire le fait de prendre des vacances chez soi, en restant à la maison et en faisant des activités autour de son domicile. Mais quand on était en 2019, on était vraiment sur un signal faible. C'est-à-dire que ce n'était pas une tendance générale, on se disait peut-être que ça va s'infléchir ou pas. Et donc, on est passé à la tendance lourde, la tendance lourde, là, c'est lorsque la norme sociale évolue. C'est-à-dire lorsque le locatourisme devient tendance, devient vraiment quelque chose de désirable socialement, ça agit sur nos comportements. Et il faut vraiment que la norme sociale évolue pour que nos comportements évoluent en profondeur et de façon définitive. Or, c'est vrai que cette période de pandémie, elle a largement fait évoluer certaines normes sociales. Imaginez en septembre 2019, donc juste avant la pandémie, si on rentrait dans un cadre parisien qui rentrait dans son bureau en disant « Oh, j'ai passé 3 semaines dans la Nièvre, dans un gîte rural », c'était quand même moins puissant socialement que de dire on a passé 3 semaines sur une île grecque, c'était vraiment phénoménal. En 2019, c'était socialement quelque chose qui n'était pas dans la norme. Si à l'automne 2020, arriver à son bureau et puis dire j'ai passé 3 semaines de vacances dans la Nièvre, c'était quelque chose qui était socialement important, socialement accepté. C'est le coup, par exemple, avant la norme sociale, c'était je fais les capitales européennes en low cost. Moi, je suis professeur à l'université, j'ai des jeunes qui ont 20, 22 ans, 23 ans, jusqu'à il y a 2-3 ans, et tous passaient, dès qu'ils le pouvaient, passaient les week-ends, partaient 3-4 jours en Italie, en Irlande, etc., pour découvrir les capitales européennes à bas coût. Aujourd'hui, la norme sociale pour eux, c'est le tourisme à côté de chez nous. Et donc là, vous voyez, on voit bien que la norme sociale a totalement évolué parce que c'est plus aujourd'hui dans un certain milieu, c'est pas forcément tous les milieux, mais c'est plus forcément aujourd'hui la norme de dire je vais prendre un avion qui va polluer pour aller passer 4 jours à Prague, alors que j'ai beaucoup d'autres choses à faire, localement, qui seront beaucoup plus importantes et qui contribueront au tourisme local. Donc du coup, c'est cette évolution de normes sociales qui agit sur les comportements. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vit une période, malgré tout, on a des injonctions totalement paradoxales. Les injonctions paradoxales, c'est à gauche, vous pouvez aller à Vienne pour 29 €, et à droite, prenez l'air à 2 heures de Paris et allez-y en train. En fait, là-dessus, tant qu'il n'y a pas, en plus de la norme sociale, il n'y a pas de réglementation, c'est-à-dire de normes officielles qui diraient, par exemple, on va taxer le kérosène et donc du coup, ce ne sera pas 29 € pour aller à Vienne en avion, mais ce sera 229 €. À ce moment-là, on aura toujours une injonction paradoxale entre je pense que c'est bien d'aller depuis Paris en Berry-Sologne pour aller passer mon week-end, et puis c'est bien aussi d'avoir la possibilité d'aller boire un chocolat chaud à Vienne et danser une valse parce que malgré tout le coût n'est pas élevé. Et donc c'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale qui fait que pendant un temps on aura finalement ces tendances qui coexisteront. Mais il y en a bien une qui passera devant l'autre. Par contre, on ne sait pas à quel rythme ça va aller. Tout ce qu'on sait, c'est que les changements sont longs et que ça prend du temps et qu'en plus, ils ne sont pas uniformes. Parce qu'en fait, ce ne sont pas forcément toutes les catégories de population qui réagissent de la même façon. Vous allez avoir des catégories qui seront beaucoup plus sensibles au fait, par exemple, de passer des vacances à proximité, d'aller s'investir dans des territoires ruraux. Et puis, il y en a qui seront très sensibles uniquement au prix et à l'opportunité de pouvoir aller à l'extérieur. Par exemple,
ce qui se passe ces dernières semaines, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est que la télévision espagnole a fait ses gros titres de jeunes Français qui vont passer le week-end à Madrid, puisque depuis 2 mois, les bars et les restaurants sont ouverts jusqu'à 23 h à Madrid. Il y a des forfaits tout compris, 170 €, l'aller-retour Madrid, hôtel compris, qui font la joie des jeunes gens qui décollent de Paris ou de Nice et puis ou de Marseille et qui vont passer un week-end à Madrid juste pour pouvoir faire la fête. Et donc du coup, eux, ils ne sont pas uniformément, ils ont juste envie d'aller dans un endroit le plus important pour eux, leur besoin le plus essentiel, c'est plutôt d'aller boire un coup dans un bar qui soit ouvert. Donc ces changements sont longs, mais un événement exceptionnel comme une pandémie, c'était le cas d'une guerre, etc., accélère toujours les processus. Donc on peut imaginer malgré tout que si on est vraiment sur des tendances lourdes, notamment ce besoin de proximité, ce besoin de durabilité, ce besoin de slow tourisme, on peut imaginer que ce processus est définitivement enclenché. Ça l'a accéléré, ça l'a enclenché. Est-ce qu'il va devenir majoritaire? Est-ce qu'il va cohabiter? C'est ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Je ne me hasarderai pas à faire des prédictions en ce sens. Tout ce qu'on peut dire, c'est que j'ai l'impression que les tendances ont été vraiment ancrées par la crise. Et donc, on peut imaginer qu'on ait des comportements, des modifications de comportement qui peuvent modifier la façon de partir en vacances de façon assez évidente. La première, c'est qu'en fait, la tendance sur le durable, ça doit vouloir dire qu'on aura des visiteurs qui seront quand même beaucoup plus sensibles à l'écologie et donc sensibles au fait que mon hébergement sera éco-responsable, que ma destination aura mis en place un certain nombre de dispositifs, le territoire sur lequel je vais, pour faire que l'écologie soit respectée sur ce territoire. Je serai sensible à cela lorsque je partirai en vacances. Il y aura moins d'envie de prendre l'avion parce que ce sera socialement moins désirable, donc on va aller vers plus de proximité. Il y aura cette injonction à prendre le temps, à dire, voilà, retrouvez-vous. Par exemple, il y a une récente enquête du Crédoc qui a interrogé les Français sur les valeurs en hausse. La valeur famille est vraiment quelque chose qui est en hausse. Donc la valeur prendre du temps avec mes proches. Donc du coup, c'est quelque chose, prendre le temps qui va vraiment être important. La recherche d'authenticité, ça fait que, par exemple, les hébergements de caractère qui fonctionnent déjà très bien, les gîtes, les chambres d'hôtes, etc., vont être vraiment plébiscités. On voit bien d'ailleurs que dans l'hôtellerie, les chaînes d'hôtels qui avaient des hôtels plutôt standardisés, qui correspondaient autrefois à une demande de dire je vais dans un hôtel Mercure qui ressemble à un hôtel Mercure, maintenant essaient d'individualiser chaque hôtel de manière à ce qu'il soit beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus authentique. Les valeurs famille, j'en parlais tout à l'heure, c'est un vrai besoin de se retrouver en famille, de se retrouver près des siens. Donc on peut imaginer que les vacances en tribu, donc qui privilégient notamment les grands gîtes, vont vraiment se développer. Je pars avec les miens, en intergénérationnel, on va refaire corps, etc. C'est quelque chose qu'on peut imaginer qui marche bien. Et puis la sécurité sanitaire, on le sait, est quelque chose qui va être important. Et donc pour les vacances en France, le fait d'avoir des logements indépendants est quand même aujourd'hui plébiscité. On sait aujourd'hui que les résidences hôtelières fonctionnent beaucoup mieux que les hôtels, par exemple, puisqu'en plus les restaurants sont fermés. Donc, tous ces éléments-là font qu'on sent des changements de comportement qui vont influencer immédiatement sur la façon de prendre des vacances. Le bien-être, enfin, c'est peut-être le bien manger qui va revenir avec une envie de circuit court, d'aller avoir des produits locaux. C'est quelque chose qu'on voit vraiment se développer. Mais il y aura des injonctions fortes lors de la reprise qui seront absolument évidentes. On aura notamment ce fameux phénomène qui s'appelle le revenge travel ou les revanchards du voyage, c'est-à-dire c'est comparé souvent aux années folles. Après la Première Guerre mondiale, on sait qu'il y a eu une explosion dans la fête, la danse, la musique, le champagne, etc. Et que donc il y aura
tout le monde, quand on interroge les gens, sont dans les starting blocks pour revoyager, essayer de rattraper le temps perdu quelque part, de dire on n'a pas pu tout faire. Donc ça peut être du temps regagné par des voyages en France, mais aussi des voyages à l'étranger dès que ça va se réouvrir. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment idée. Et puis, il y aura aussi la question de la vaccination et puis du pass sanitaire. Imaginons qu'au 14 juillet, il y ait une immunité collective pour l'Europe, comme un commissaire européen, Thierry Breton, semble le dire. À ce moment-là, ça peut vouloir dire qu'on a un pass sanitaire dès la saison 2021, mais dans tous les cas, ce pass sanitaire, il arrivera à l'Europe à l'automne, et donc l'accès à l'Europe sera finalement possible à ce moment-là, à partir de l'automne. Sur le tourisme d'affaires, sur le MICE, sur les meetings, les incentives, les congrès et les événements. Il y a malgré tout un effort du secteur pour que ça reparte. On a beaucoup parlé ben oui, maintenant les entreprises ne vont plus envoyer leur personnel dans des congrès internationaux, etc., etc. Mais il y aura quand même des injonctions à ce que ça reparte, parce que tout le monde a intérêt. Faire un événement, un congrès à distance, ça n'a pas du tout les mêmes retombées économiques pour un territoire. Donc, il y aura une envie de ces acteurs-là. On voit qu'en Asie, par exemple, où le Covid n'existe pratiquement plus, il y a eu une forte reprise du MICE déjà. Par exemple, à Londres, il y a beaucoup d'événements qui sont reprogrammés, donc on peut imaginer que malgré tout, ça reparte aussi. Et donc, je finirai par dire sur mes perspectives à long terme que la seule certitude, c'est que rien n'est certain. C'était la certitude de Pline l'Ancien et c'est aujourd'hui ce qu'on peut dire. Sur 2021, rapidement, ça va être le même casse-tête que l'an dernier, mais avec une expérience. Pourquoi un casse-tête? Parce que d'abord, on ne connaît pas forcément les dates d'ouverture. On sait qu'il y aura de la dernière seconde. Ça, c'est évident. On parlait de dernière minute. Aujourd'hui, on parle de dernière seconde. Et puis, on aura les questions de comment on peut fidéliser ces nouveaux clients qui sont venus en 2020, vont venir en 2021. Si en 2022, tout l'espace européen et international est ouvert, est-ce qu'ils passeront leurs vacances en France ou est-ce qu'ils repartiront ailleurs? Et cette question de la fidélisation sur l'année 2021 semble extrêmement importante. Ce dont on est sûr, c'est qu'on ne reviendra pas au modèle new normal, c'est-à-dire un modèle qui ferait qu'on serait comme en 2019. On sait qu'il y a des opportunités. C'est absolument évident, je pense que j'ai essayé de le montrer, mais on sait qu'il y a des incertitudes aussi. Et donc, si les territoires et les entreprises ne font absolument rien dès maintenant, c'est-à-dire attendent juste que la saison 2021 soit bonne et ne font rien derrière, il y a de très fortes chances qu'à partir de 2022-2023, tous les territoires qui avaient gagné des afflux de population reperdent ces touristes qui vont repartir vers d'autres endroits. S'il n'y a pas d'adaptation de l'offre, s'il n'y a pas d'adaptation des territoires, c'est ce qui risque d'arriver. Et donc, on en arrive à ma deuxième partie, comment on peut justement innover dans l'accompagnement des territoires. Comment on peut essayer d'accompagner l'ensemble des entreprises et l'ensemble des territoires à être beaucoup plus performants pour s'adapter à cette reprise et essayer d'inventer ce fameux nouveau tourisme. Alors, il faut d'abord accompagner de façon indifférenciée les entreprises comme les territoires. Alors, pourquoi il faut accompagner les entreprises? Parce qu'elles vivent l'urgence depuis plus d'1 an, elles tentent juste de survivre. On voit souvent les professionnels, quand je fais des web-séminaires, ils se sentent isolés malgré tout, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu beaucoup d'événements professionnels en présentiel, où on a pu voir les collègues, il n'y a plus d'éductours, de choses comme ça. Donc, ils se sentent vraiment un peu isolés. Il y a des collaborateurs dans les entreprises qui sont parfois en précarité, mais qui souvent sont inquiets. C'est pas simple quand on a un job dans un restaurant de passer 1 an sans aller au travail, même si on a le chômage partiel. Mais le problème, c'est de se dire comment finalement je suis quelque part utile. Comment ma vie, mon travail sert à quelque chose. Mais par contre, toutes ces entreprises, on peut le dire, on le sait, elles ont un super potentiel d'adaptation.
C'est ça qu'il y a de fabuleux. On l'a vu déjà pendant la saison 2021, on est passé de l'adaptation des normes sanitaires à des jauges réduites, à des nouveaux produits. On a vu comment les restaurateurs se sont adaptés à la vente à emporter, on a vu comment les hôteliers se sont adaptés aux nouvelles normes sanitaires. On a vu dans toutes les professions du tourisme qu'il y a quand même un sacré potentiel d'adaptabilité, mais peut-être qu'à un moment, il faut justement être à côté. Les territoires, faut quand même les accompagner aussi, parce que dans les territoires en France, il y a des situations qui sont totalement inégales. Parce qu'on a des territoires ruraux qui vont mieux, la montagne qui n'a pas fonctionné cet hiver, les villes où c'est la catastrophe. Et puis, il y a l'écosystème qui ne s'est pas vraiment réorganisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est toujours en distanciel, on n'a plus forcément de rencontres et de travaux pratiques et très concrets entre les différents niveaux. Et puis, cet écosystème, il s'est enrichi aussi. C'est-à-dire qu'on a de nouveaux acteurs. On a par exemple, les habitants ont pris beaucoup de place. Les produits locaux, les commerces locaux sont des acteurs qui ont été aidés par les territoires et qui font partie de cet écosystème. Et donc, ça veut dire que quand on est un territoire, un organisme de gestion de la destination, on a intérêt à appréhender l'écosystème de façon différente avec l'ensemble de ces nouveaux acteurs. Mais en même temps, il y a eu des urgences à gérer. C'est vrai que ça fait 1 an que les territoires ils gèrent des urgences. Ça a été d'abord les aides, ensuite, après les aides aux entreprises, ça a été les programmes d'animation, ensuite, ça a été les annulations, etc., etc. On n'a pas de recul non plus sur qu'est-ce qui va se passer après la pandémie. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des bonnes volontés sur les territoires et qui peuvent être fédérées. Donc, entreprises et territoires, ce sont quand même les 2 types d'acteurs qu'on doit accompagner. Alors, comment les accompagner? Pour moi, c'est surtout une question d'étapes. Il ne faut pas brûler les étapes, mais il ne faut pas non plus en manquer. Donc, j'ai essayé, pour l'occasion, d'essayer de réfléchir à comment on pourrait conseiller un territoire et à s'organiser, comment on peut accompagner l'écosystème d'un territoire à se réorganiser. Donc, la première étape pour moi, c'est de bien préparé la saison 2021. Je ne sais pas si on l'a bien fait parce qu'on n'a pas beaucoup réuni les professionnels encore. Il y en a qui l'ont fait, mais voilà. Donc, la saison 2021, elle va être un peu comme la saison 2020, mais avec une expérience. Et c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire qu'on sait déjà que dès que ça va être réouvert, on va avoir en nombre des visiteurs et qu'on risque d'être débordé. Donc, il faut être adaptable et il faut être agile, notamment sur le recrutement de personnel dans les entreprises, notamment sur l'adaptabilité de dernière minute, sur je produis telle animation, je l'annule, etc., etc. Donc, cette saison 2021, il faut la préparer avec beaucoup d'espoir, en se disant que finalement, il y aura beaucoup de saisons à venir qui seront comme ça, c'est-à-dire totalement incertaines jusqu'à peu près au moment de la saison. Et qu'il faut apprendre à être dans l'incertitude permanente et à pouvoir réagir alors qu'on est dans l'incertitude permanente. Je crois que ça, c'est une leçon de la pandémie. Tout territoire et toute entreprise qui sait s'adapter à une situation incertaine est sûre de pouvoir bien rebondir dès qu'il y a une possibilité de rebond. Celle qui finalement ne sait pas quoi faire et déstabilisée aura beaucoup plus de difficultés à profiter d'une soudaine accélération. La deuxième étape, et qui me semble essentielle, c'est de profiter de la saison 2021 pour écouter les clients. Je pense que c'est mieux connaître ses clients, c'est la saison où j'aime. Alors, comment on peut écouter les clients? Pour moi, il y a une question d'observation. Alors, quand je parle d'observation, je ne dis pas qu'il faut faire des enquêtes de clientèle qui coûtent des dizaines de milliers d'euros, où on va commander à un institut de sondage 1000 ou 2000 enquêtes cordon pour savoir comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qu'ils dépensent, qu'est-ce qu'ils visitent, etc. Non, c'est de se doter de moyens d'écoute relativement simples chez les professionnels et dans les offices de tourisme. C'est-à-dire qu'on a un groupe de professionnels sur un territoire qui sont intéressés pour faire une sorte de cercle d'écoute, un observatoire de l'écoute client. Et du coup, ils vont, une fois par semaine, essayer d'avoir un entretien pendant 1 heure avec un client pour savoir comment il a connu la destination, pourquoi il a choisi cet hébergement, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa semaine, qu'est-ce qui l'a intéressé, qu'est-ce qui lui a manqué, etc.
De la même façon, pour un office de tourisme, moi je suggère souvent, et ça commence à se faire un peu, heureusement, ça fait des petits, de faire des apérogîtes. C'est quoi le principe? C'est si j'ai une famille qui passe à l'accueil en début de semaine et qui est là pour une semaine sur mon territoire, sur ma destination, je lui propose de venir lui payer l'apéritif le vendredi et je lui demande de bien noter tout ce qu'ils font pendant la semaine. Et du coup, je passe 1 heure à faire déguster des produits locaux à ma famille et boire un verre de vin local. Et en même temps, je vais récupérer des informations qui sont essentielles sur la façon dont s'est comportée cette famille. Pourquoi ils ont choisi le territoire? Qui c'est qui leur a fait de la préconisation d'activité, la préconisation de visite? Pourquoi ils sont venus cette année? Qu'est-ce qui ferait qu'ils reviendraient l'an prochain, même si les frontières sont ouvertes, etc. En mettant en place cet observatoire de l'écoute client de façon très très simple, on fait du qualitatif. On ne fait pas du quanti, mais on fait du quali. Et ensuite, en rediscutant, en redébriefant avec les pros qui finalement ont des oreilles, puisqu'ils sont toute l'année auprès des clients. Et quand je dis les pros, c'est les conseillers en séjour de l'office de tourisme, comme les hébergeurs, comme les prestataires d'activités ou les restaurateurs. En les mobilisant autour de cette écoute-là, en faisant cet observatoire de l'écoute client, on peut vraiment avoir de très très bonnes informations qui vont nous permettre de travailler sur l'adaptation de l'offre. Et c'est la 3e étape, c'est de tester dès la saison 2021 certaines innovations. C'est des nouveaux produits, des nouvelles animations qui vont permettre de regarder si ça marche. Là, par exemple, sur la diapo, j'ai repris une initiative d'un petit office de tourisme de Vendée, le pays des achats. Il y a 3 salariés à l'office de tourisme, donc on n'est pas dans un office de tourisme énorme, mais bon, comme c'est en Pays de la Loire, on sait que c'est une région où il y a de l'initiative tout le temps et un sens de l'innovation. Ils ont, par exemple, l'an dernier, organisé des visites chez les producteurs, des producteurs qui n'avaient jamais été ouverts au tourisme jusqu'à présent. Un fromager, des jardins, etc., etc. Ils ont dépassé la capacité d'accueil parce qu'ils ont vu de suite que ça correspondait vraiment à une nouvelle demande. Connaître des produits locaux. Juste aller voir des vaches, regarder comment on fait du fromage avec du lait de vache. C'est aussi simple que ça. Mais ça correspondait vraiment à une demande, alors qu'ils ont une clientèle qui est une clientèle qui vient en camping dans des mobil-homes, qui n'est pas a priori passionnée pour le rural. Donc ça, c'est un test. Ils ont testé l'an dernier, parce qu'organiser une quinzaine de visites, c'était pas avec des petits groupes, c'était pas énorme. Mais là, ils savent maintenant que c'est quelque chose qui fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Donc du coup, c'est aussi l'occasion de faire de la relation client et d'être beaucoup plus en mode fidélisation. La 4e étape, une fois qu'on a testé l'innovation pendant la saison 2021, c'est de travailler autour de l'innovation en créant un écosystème. Et ça, je pense que c'est important pour les territoires. C'est-à-dire, il ne faut pas que les offices de tourisme ou les pays, les communautés de communes restent tout seuls. Il faut qu'ils s'ouvrent à des partenaires externes. Ça peut être des tourisme labs, ça peut être des acteurs de l'innovation, on peut associer les startups, associer l'université, etc. Ce qui va permettre d'avoir autour de la table des acteurs qui ont un regard différent sur l'offre. Et c'est cette étape-là qui va nous permettre de travailler dès la fin de la saison sur l'étape numéro 5, qui est le travail d'adaptation de l'offre de son territoire en faisant du design de service pour designer l'offre de son territoire. Alors, quand on parle design de service, ça veut dire que, c'est simple, faire du design de service, ça veut dire que simplement, on construit un produit en l'adaptant au parcours du client. Et on connaît le parcours du client parce qu'on aura observé pendant la saison 2021. Donc, on sait qu'est-ce qu'il faut. Et donc, à partir de là, on va travailler, en embarquant les pros, on va travailler sur de nouveaux produits, voire de la modification de produits, de la modification de l'offre. Ce n'est pas forcément des investissements énormes qu'il faut faire, mais par contre, dans l'animation, la relation, la tonalité, l'éco-responsabilité, etc. Il y a sans doute des choses à faire qui sont simples et intéressantes et sur lesquelles il faut travailler. Et donc là, il y a un gros chantier à faire qui est le chantier design de l'offre dès la fin de la saison pour dire, ben voilà comment sur les années suivantes, on va adapter notre territoire à cet après-Covid, cette nouvelle façon de consommer du tourisme. Si on ne le fait pas, on va se retrouver pour beaucoup avec une baisse. Et ce qui est important, c'est qu'il faut se faire accompagner, en fait. Les territoires, alors ça, c'est
une diapo que j'ai repris. Je suis coprésident des Francophonies de l'innovation touristique, qui est une association qui regroupe des experts de l'innovation de toute la francophonie. Et à Montréal, en 2019, on avait défini l'impulseur facilitateur de territoires innovants. C'est-à-dire en disant, pour qu'un territoire puisse innover, c'est très rare qu'il puisse le faire tout seul lui-même. Parce que pourquoi? Je suis animateur de mon territoire, je suis agent de développement, je suis élu en charge du tourisme, mais j'aurai toujours le nez dans le guidon. Alors que si j'ai un tiers de confiance, une personne, une structure extérieure, qui peut être une fédération professionnelle, un lab, voire un cabinet d'études, etc., et qui soit mutualisé à l'échelle d'un territoire, ça peut vraiment m'aider. Il faut que j'ai un référent innovation interne, mais que je sois accompagné par un tiers qui va me lever les mains du guidon de manière à ce que j'ai une vision un peu plus à 362. Et je finirai en remettant un schéma que j'aime bien, qui est aussi le fruit des travaux de cette association, les Francophonies d'innovation touristique, qui s'appelle, c'est le triumvirat de l'innovation, en disant que pour qu'on puisse innover sur un territoire, il faut d'abord qu'il y ait un potentiel, c'est-à-dire que finalement, il y ait un potentiel d'innovation, quelque chose sur lequel on puisse s'appuyer. Par exemple, on a je sais pas, des châteaux viticoles qui ont envie de s'investir pour modifier leur offre. Donc on a un potentiel. On a des acteurs, on a des gîtes ruraux, etc., qui ont un potentiel. On a des talents, c'est-à-dire qu'à un moment, pour innover, avoir des idées, il faut quelqu'un qui ait la bonne idée et qui ait ce talent d'innover. Mais il faut également qu'on ait un terreau, c'est-à-dire que l'ensemble du territoire, l'écosystème lui-même, soit favorable à l'innovation. Que pour les élus qui vont financer ou donner leur aval, pour le conseil d'administration de l'office de tourisme, pour les habitants, etc. Le fait d'avoir des acteurs de l'innovation et de se dire on se remet toujours en question, il faut vraiment que ce soit une culture. Et si on a à la fois ce potentiel, ces talents et ce terreau, c'est gagné pour finalement pouvoir innover sur un territoire. Je pense que ce sont 3 conditions qui sont absolument essentielles. Bien, je vous remercie pour cette... Je vous remercie, tout simplement. Alors, je ne sais pas comment je fais pour... voilà, je vous ai revenu. Et donc, il faut que j'arrête le partage. Voilà. Et voilà, et j'ai arrêté le partage. Voilà, alors, j'ai été peut-être un peu long. Merci beaucoup, Jean-Luc. Non, c'était parfait. Parfait au niveau du timing. Très intéressant, en tout cas, c'était vraiment très, très complet aussi. Donc sur tous les aspects, comment on va rebondir aussi par rapport à la veille que tu as pu faire, aux observations qui ont pu être faites de ton côté par rapport au monde du tourisme. J'avais des questions pendant ta présentation, mais finalement tu as répondu en déroulant au fur et à mesure un petit peu sur notamment le revenge travel, puisque dans ton premier exemple, tu présentais le fait que maintenant, les personnes souhaitent voyager et faire du tourisme de proximité, alors qu'auparavant, ils voyageaient plutôt dans des villes européennes. Et du coup, je me demandais, en fait, est-ce que finalement, quand on pourra de nouveau sortir et voyager comme on le faisait auparavant, est-ce qu'on ne serait pas tenté de refaire, pas les mêmes erreurs, mais en tout cas de reprendre les mêmes habitudes? Et du coup, tu as répondu par rapport à cet aspect-là aussi. Oui, parce qu'en fait, on sera vraiment dans l'injonction paradoxale, en fait. Donc, la question, on sait qu'on aura une partie des personnes qui repartiront en avion, etc., etc. La question, c'est quelle sera la valeur sociale de tout ça? C'est-à-dire que si dans son milieu social, en fait, très simple, hein, si on était un jeune urbain actif, il y a encore 4 ans, c'était totalement admis et valorisé socialement de partir un week-end en low cost sur une capitale européenne. Aujourd'hui, ce qui est socialement admis et ce qui a une vraie valeur et donc qui représente notre imaginaire et notre désir, c'est alors sans doute ça, mais on va se dire peut-être pendant un temps plus long, que pendant 4 jours, ou alors ça va être le fait plutôt, ce qui est admis, c'est de dire ah ben non, on va partir en France, on va partir à proximité. Et on sera peut-être aussi, comme on le fait par exemple pour beaucoup de profils qui sont très engagés sur le durable, mais qui malgré tout vont de temps en temps craquer. Acheter le dernier iPhone ou les choses comme ça en disant ah ben je fais tellement de choses bien que là peut-être je vais quand même pouvoir prendre l'avion pour pouvoir partir pendant quelques jours. Donc
pour moi, tout ne va pas basculer, mais on risque quand même d'avoir une catégorie de la population qui reste fidèle sur cette consommation locale, quoi, en fait. Oui, faut espérer. Et puis après, comme tu dis, personne n'est parfait. On ne va pas tout le temps aller à l'encontre de ce qu'on souhaite faire, même si ce serait bien. C'est aussi compliqué de garder, mais de rester. En fait, au final, il faut rester et garder ses valeurs. En tout cas, c'est ce que je trouve. Je vois que Eric Grou a levé la main. Je vais vous laisser la parole. Merci. Bravo, oui, pour votre intervention. Je trouve très pertinente. Si je veux faire quelques commentaires, enfin, je pense à 3 commentaires. Un, je crois qu'effectivement, il faut avoir une approche marketing, hein, c'est-à-dire pas essayer de vendre ce que l'on produit, mais bien produire ce que l'on vend, c'est-à-dire bien être à l'écoute du client. Et j'aurais même ajouté à votre propos qu'il faut sans doute segmenter la clientèle, parce que la demande des seniors ne sera pas la même de celle d'une famille et autres. Et il faut avoir une offre globale, comme vous le disiez, ancrée au territoire, il faut avoir des racines pour avoir des ailes, et pour être visible, voilà, il faut une spécificité. J'avais envie d'ajouter, là, quand vous évoquiez les talents, j'aime bien ce mot-là, parce que ça identifie bien qu'il nous faut des gens avec des qualifications, mais des gens aussi avec des comportements. Et ça veut dire que derrière, il faut un management fort, hein, comme dans une équipe de sport. Il faut que l'équipe travaille vraiment ensemble, et la personne à la réception doit avoir un lien avec le cuisinier, avec le bagagiste ou autre, ou la femme de ménage, parce que c'est ensemble qu'on va réussir à fidéliser le client, à le satisfaire. On sait que le client, c'est plus un roi, c'est un tyran. Il est capable de zapper, il est capable de vous lâcher et d'aller, comme vous disiez, à l'autre bout du monde peut-être, parce qu'il a une offre à 29 € pour aller valser à Vienne. Mais peut-être qu'il reviendra aussi s'il a un bon souvenir. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une équipe et un management fort. Hein. J'aime bien la phrase Daniel Herrero, hein, qui disait qu'il faut donner du sens, donner du sens, le sens crée le mouvement crée la cohésion révèle le talent. Voilà, il y a quelque chose comme ça à dire. Et oui, c'est ça. Puis la dernière chose, je pense qu'on ne peut travailler qu'en réseau. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire partie d'un club, faire partie d'une association, être adhérent évidemment de l'office de tourisme. Ici, c'est les chambres de commerce, quelquefois c'est des communes ou autres qui ont des commissions et autres. Il faut absolument travailler en réseau, parce que seul, c'est impossible et c'est déprimant. Et il faut travailler avec en amont et en aval aussi, avec différents acteurs, fournisseurs ou autres, pour avoir des produits locaux à sa carte, pour avoir des produits bio, etc. Tout à fait dans le sens de l'histoire. Mais merci encore. C'est peut-être, merci Eric, hein, c'est vraiment la base de travailler en réseau. Je rebondis juste sur tout votre propos était vraiment très juste. Je rebondis juste sur le dernier point. Travailler en réseau, c'est la base, et c'est aujourd'hui, malheureusement, peut-être qu'on n'a pas assez mis à profit cette pause un peu pour reconstituer les réseaux et voir. Exactement. On a trop tendance à être en silo, ou là, à s'être recroquevillé, hein, d'avoir fait un peu. C'est ça. Au contraire, on aurait pu créer de nouveaux réseaux avec des nouvelles interactions. Par exemple, aujourd'hui, on sait il y a de nouveaux acteurs du tourisme. D'habitude, dans le tourisme, on a les hébergeurs, les restaurateurs, les prestataires d'activités, les lieux de visite. Aujourd'hui, le tourisme, c'est aussi le marché, c'est aussi les commerces de bouche, c'est aussi le producteur local, c'est voir le prof de yoga ou de tai chi chuan, parce que le bien-être est quelque chose d'important. Tous ces acteurs-là avec qui on commence un peu, un propriétaire de chambre d'hôte, ils commencent à travailler comme ça, mais on ne les a pas identifiés, on ne les a pas forcément mis en réseau. Et aujourd'hui, la façon de vivre son séjour est modifiée avec de nouveaux acteurs. Donc, il va falloir faire de nouveaux réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, ça passe du document de l'office de tourisme ou de la base de données de l'office de tourisme, où on ne sait pas où mettre le producteur qui n'a pas de salle d'accueil officielle, mais qui vend juste son lait ou ses yaourts et qui est plébiscité par le visiteur parce qu'il veut voir un vrai produit local. Vous voyez ? Exactement. Et aussi, on a à réinventer tout ça. Et ça va faire de nouveaux réseaux, mais avec une super richesse, parce que l'avantage de ces nouveaux réseaux, c'est que ça va correspondre à une demande des touristes, mais aussi à une demande des habitants qui veulent vivre avec la même qualité de vie au quotidien sur leur territoire. Et là, il y a plein de choses nouvelles à inventer qui sont superbement intéressantes sur les nouveaux réseaux. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Eric, pour pareil, cette intervention avec votre point de vue en plus, très intéressant. Et puis, je vois qu'il y en a également d'autres personnes qui commentent, notamment Laurence qui te remercie pour la présentation très intéressante.
et qui a bien apprécié, je pense, la manière et la philosophie dont tu parles autour du design thinking au territoire, donc les mots-clés, le client, l'agilité qui seront les bases du succès de demain. Ça en fait clairement partie. Et puis Brigitte Souverain, par contre, qui souligne que le tourisme de proximité de nature, c'est bon pour nos territoires, mais peu rémunérateur, sauf pour l'hébergement. Oh, je ne suis pas forcément d'accord là, parce qu'en fait, d'abord, les études montrent que les pratiquants du tourisme de nature ont quand même des dépenses annexes qui sont au même niveau qu'un pratiquant d'activités sportives ou d'activités de patrimoine, etc. Donc, consomme quand même de la restauration, consomme des produits locaux. Ce n'est pas forcément les mêmes postes. C'est-à-dire que, par exemple, si on est un lieu de patrimoine, on va peut-être voir moins de gens qui sont vraiment adeptes de la randonnée, de la nature, etc. Mais il y a par contre, c'est là encore des nouveaux acteurs qui peuvent bénéficier de ça. Mais je suis à peu près persuadé que le niveau de dépense est à peu près équivalent. Même le niveau en locatourisme, c'est-à-dire le tourisme d'immédiate proximité où parfois il n'y a pas l'hébergement, mais à ce moment-là, il y a plus de restauration, plus de produits locaux, etc. C'est-à-dire il y a un glissement aussi des lieux de profit, quoi, en fait. Je ne sais pas si ça répond à la question, enfin à la remarque en tout cas de Brigitte. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir. On a du mal à convaincre les touristes de prendre des accompagnements. C'est ça la difficulté en tout cas qui semble être rencontrée. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, pour moi, là aussi, hein, c'est pourquoi. Et alors là, je ne connais pas exactement le produit, mais c'est ça qui serait intéressant quand on parle de l'observation et de l'écoute client. C'est finalement, j'ai un produit qui logiquement correspond bien à la demande de nature, etc. Mais pourquoi les clients ne le prennent pas? Et là-dessus, on doit pouvoir s'interroger. C'est-à-dire, ou bien c'est une question, le produit correspond tout à fait, mais c'est une question de coût, ou bien il est mal adapté, ou bien il faut peut-être le réorienter, etc. Et je pense que il y a toujours un marché en général. Après, la difficulté, c'est que quand on fait du coût humain, souvent, c'est-à-dire qu'on fait un service qui est vraiment fait sur mesure, le prix de revient fait qu'on est obligé de le vendre à un certain coût et que malgré tout, on n'a pas forcément un marché qui soit important. Et là, je reviens sur ce que disait Eric sur la nécessité de segmenter, c'est-à-dire que peut-être si le produit que j'ai n'est pas acheté par les familles, peut-être que ce n'est pas cette cible-là qui serait prioritaire sur ce type de produit, etc., etc. Mais du coup, il y a toujours une explication, quoi, en fait. Voilà, et c'est pas forcément, comment dire, qu'on aurait un bon public ou un mauvais public. C'est-à-dire que pour moi, chaque fois qu'on a un visiteur, on doit pouvoir trouver un produit qui lui correspond. Apparemment, c'était notamment sur des sorties nature. Donc après, effectivement, après, ça dépend du public, comme tu as pu le souligner sur les publics familles, ou est-ce qu'on est sur des publics plutôt jeunes couples. Enfin voilà, après, c'est. Il y a quand même des éléments intéressants par rapport à ça. On se rend compte que les jeunes, c'est-à-dire les moins de 30 ans, sont consommateurs de visites de découverte de façon générale. Alors, c'est avec des prix adaptés, etc. Mais il n'y a pas, on pourrait se dire, c'est que les seniors qui ont eu l'habitude de faire des visites guidées, etc. Aujourd'hui, il y a un public pour tout. Par contre, la façon de le faire, le tarif, le contenu, etc., tout peut être sans doute réinventé et réadapté, quoi. Mais pour moi, il y a de l'espoir quand même dans les sorties nature. Ensuite, Céline Grasset, qui dit en même temps le fil de tourisme connaît tous ces acteurs et peut les mettre en réseau, puisque tout à l'heure on parlait de réseau. Eric parlait également du réseau qui est très important, que ce soit fait par la CCI, par un réseau d'innovation, voilà. Il y a beaucoup de réseaux et on remarque quand même qu'aujourd'hui, encore une fois, si on est là, c'est aussi grâce au réseau réuni du Tourism Innovation Lab, du campus des métiers des qualifications en tourisme, Pays de la Loire. Voilà, ça montre vraiment qu'il y a une vraie émulsion qui se fait aussi. Oui, je suis d'accord avec Céline, mais je pense aussi que sur un certain nombre d'offices de tourisme, alors c'est vrai que sur le Pays d'Ancenis, on est plutôt super dynamique et à l'écoute un peu des nouveaux acteurs.
Aujourd'hui, dans un certain nombre de territoires, on n'a pas forcément allé, on connaît bien ces acteurs traditionnels. C'est vrai que les offices de tourisme de plus en plus travaillent sur cette mise en réseau et c'est très bien. Et c'est vraiment leur boulot, mais c'est pas forcément toujours. Il y a de nouveaux acteurs. On ne connaît pas tous les propriétaires Airbnb, on ne connaît pas tous les. On ne s'est pas mis. Quand je parle, par exemple, souvent du prof de yoga ou de tai chi, qui correspond finalement à une demande aujourd'hui ou à un producteur. Où est-ce que je le mets dans ma base de données? Comment je le mets sur ma grille de cotisation, etc. Enfin, voilà. Aujourd'hui, il y a à se réinventer par rapport à de nouveaux acteurs qui finalement font partie de l'offre. Ensuite, il y a JM Blancherie qui a écrit l'approche d'être à la fois segmentée et globale. Ouais. Donc, faire les deux finalement en même temps. Par exemple, approfondir tous les aspects nouveaux induits par le concept de slow tourisme. Tu as aussi évoqué. Oui, tout à fait. Ça, il y a beaucoup de choses à faire. En plus, le slow tourisme, c'est un vrai concept qui, je trouve, aujourd'hui, est utilisé un peu à tort et à travers. Des fois, on a l'impression qu'on associe ça uniquement au durable ou aux produits locaux, etc., etc. Le slow tourisme, c'est vraiment un rapport au temps qui est différent, quoi, en fait. C'est quand même ça à la base, quoi, en fait, hein. C'est-à-dire le fait de ne pas donner la même valeur aux souvenirs qu'on se fabrique que dans une consommation traditionnelle, quoi, en fait. Et de se dire que finalement, on peut entrer ce que Hartmut Rosa, le sociologue allemand, appelle la résonance, c'est-à-dire qu'on peut plus facilement entrer en résonance avec le monde qui nous entoure à travers des expériences qui ne sont pas forcément que des expériences marchandes ou que des expériences stéréotypées. Par exemple, il cite le fait qu'on puisse aller acheter une prestation toute faite qui fait partie des top 10 de sa destination et où on n'a pas, finalement, on vibre pas forcément, alors qu'on va rencontrer un artisan local ou un commerçant où on va faire une balade autour de son gîte et on va tomber dans une atmosphère vraiment particulière. Et ce moment-là sera une expérience qui aura constitué un souvenir de vacances et qui sera finalement peut-être plus importante que le top 10 qu'on a fait que sur sa liste où on voulait faire absolument tous les endroits magiques. Et du coup, c'est le fait d'entrer en résonance. Et donc, pour entrer en résonance, il faut être ouvert au fait de rencontrer ce type de moments, ce type de paysage, ce type de personnes. Et c'est ça la pratique du slow tourisme aussi. C'est en fait le fait d'être ouvert à l'inattendu, aux différents, etc. De passer de pas passer par la route principale, mais de faire l'école buissonnière, etc. C'est tout ça qui est le slow tourisme. C'est pas unique, c'est vraiment donc un état d'esprit. Et finalement, le slow tourisme est plus une pratique du consommateur lui-même qu'une offre. Moi, on le met toujours dans l'offre, le slow tourisme. Mais en fait, c'est le touriste qui est en mode slow ou pas. On peut, pour moi, lui donner et organiser les conditions pour qu'il soit en mode lent, mais ce n'est pas nous qui allons décider pour lui qu'il sera en mode lent. Et c'est vraiment, pour moi, le slow tourisme, c'est vraiment une manière de vivre son séjour et ses vacances de la part du visiteur. C'est comment aussi redonner du sens à son voyage. Je pense que ça en fait aussi partie. Comme tu le dis, de prendre le temps, d'avoir ce type de pratique. Il y a également une personne qui évoque le rapport au temps, attention différente au monde et aux autres, comment on va pouvoir échanger plus facilement et partager avec les locaux sur place. Ça en fait aussi partie. Alors c'est ça, on peut donner les conditions pour qu'il y ait ces rencontres-là qui se fassent, parce que l'Office du tourisme va faire des animations super sympas, va faire une carte qui invite à la rencontre, invite à la flânerie, etc. Mais finalement, celui qui va décider, ça va être le visiteur, quoi, en fait. Puisqu'on n'est pas sur une consommation de voyage organisé, quoi. Justement, on dirait, ben voilà, le premier jour, tu fais ci, tu vas dans tel musée, ensuite dans tel restaurant, etc. Là, dans le tourisme, on est vraiment sur une pratique individuelle qui est extrêmement intéressante, mais dont on n'est pas maître. C'est le touriste, le visiteur lui-même qui va le décider. Peut-être juste une dernière remarque de Georgina Jeanne Solène, donc du Bon Pique-Nique,
Tout à l'heure, tu parlais du locavore. Elle fait partie de tout ça, donc n'hésitez pas à la contacter aussi si besoin. Je sais qu'elle avait beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. Elle indique: nous travaillons à remettre du sens dans la consommation à travers la proximité, l'expression d'authenticité et le lien avec les acteurs locaux. Le pourquoi est essentiel. Oui, le Bon Pique-Nique, c'est cette start-up qui propose de voyager en France et de réserver ses paniers pique-nique tout au long de son voyage chez des producteurs locaux. Et moi, je trouve que j'ai découvert ça il y a quelques semaines. Je trouve l'initiative absolument fabuleuse, maligne et étant de nature vraiment à rapprocher juste les hommes et les femmes, quoi, en fait. Hein. Voilà, c'est une super façon de vivre un territoire, quoi, en fait. Parfait, merci beaucoup Jean-Luc. Merci, Laure, et puis merci à tout le monde pour cet agréable moment. N'hésitez pas à continuer peut-être d'échanger ou prendre les contacts de Jean-Luc pour continuer les conversations. Oui, je vous laisse en bas de la conversation, je vous laisse mon Twitter et voilà. Merci à tous et puis excellente journée. Et bonne fin de journée de l'innovation touristique. Merci, à plus tard Jean-Luc. Merci, au revoir. Donc on arrive à la clôture de l'événement. On a un petit peu dépassé, mais bon, on va quand même clôturer cet événement avec Sophie. Et puis, on va inviter Philippe. Philippe Duhamel, donc, qui va clôturer cette journée d'échange que j'espère, que vous avez trouvée, j'espère, enrichissante et variée et diverse. Philippe est donc le directeur du Festival international du tourisme, d'une part, et surtout le directeur du groupement d'intérêt scientifique Études touristiques. Merci à toi, Philippe, de bien vouloir clôturer cette journée sur l'innovation touristique. Merci Sophie, merci Laure pour votre invitation. Donc, je suis Philippe Duhamel, je suis professeur de géographie à l'Université d'Angers. J'enseigne à l'ESTUA, Tourisme et Culture, que vous connaissez sans doute, donc, voilà, qui est un pôle de formation important au métier du tourisme et de la culture. Et puis là, j'ai une invitation un peu sur deux casquettes, puisqu'en effet, mon premier temps d'intervention sera autour du fait que je dirige le GIS Études touristiques, donc groupement d'intérêt scientifique, qui est un réseau de chercheurs qui a été lancé en 2019 et qui rassemble actuellement 150 chercheurs d'une vingtaine d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche et de 12 disciplines, dont l'un des objectifs est de faire le lien avec le monde professionnel et de faire en sorte que les chercheurs et les sociopros se rencontrent autour de problématiques que pourraient rencontrer les sociopros et sur lesquelles les chercheurs pourraient apporter leur éclairage, car nous avons un rapport au temps qui n'est pas celui forcément des sociopros. Vous avez souvent les mains dans l'urgence, beaucoup de choses à gérer au quotidien, alors que la recherche en sciences sociales et humaines est souvent ancrée dans du temps moyen ou du temps long. Alors, Laure et Sophie m'ont demandé juste de faire un petit retour aujourd'hui, après toutes ces interventions des professionnels, sur comment un chercheur pouvait lire ce que vous proposiez ou ce que vous analysez. Et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs, même si, pour ma part, je réintroduis toujours le temps et l'histoire, pour montrer aussi qu'il y a des choses qui existent depuis longtemps ou des choses qui sont déjà des réalités. Je vais reprendre peut-être par la fin de la journée avec les propos qui ont été tenus sur le slow et le slow tourism. Pour nous, chercheurs, il est évident que le tourisme est fondamentalement une activité de déconnexion, une activité de hors quotidien, une activité où l'objectif de l'individu qui est touriste, c'est de se recréer au sens de la reconstitution du corps et de l'esprit, et donc de partir à la découverte du monde ou de partir dans un monde qui est très proche de chez lui, puisque finalement nous sommes plutôt des touristes de proximité depuis très longtemps. Je vous renvoie à l'excellent atlas des mobilités touristiques de Christophe Terrier et Françoise Pautier en 2007, qui montrait déjà que globalement les touristes en France, ils partent dans les régions proches, que ce soit le littoral ou la montagne, ou les campagnes proches, là où se trouvent les résidences principales de parents et d'amis ou les résidences secondaires de parents et d'amis.
Donc cette proximité est importante et dans la démarche touristique, l'objectif, c'est de se recréer, c'est de se faire du bien. Et le slow fait partie de se faire du bien. Et on sait que le repos, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le ne rien faire est une activité extrêmement importante du tourisme puisque justement, il s'inscrit dans du hors quotidien. Donc pour moi, le slow, c'est fondamental, c'est même au fondement du tourisme. Et ce n'est pas une fuite des villes qu'une manière de construire une ville plus équilibrée dans un système qui s'est développé au XVIIIe et surtout pas au XIXe siècle, avec le système industriel et le temps de travail. Et au temps de travail répond le temps libéré du travail dans lequel peut se développer le tourisme. Donc, on est là dans quelque chose qui est important. Et quand on disait que les gens redonnent du sens, mais les gens donnent du sens à ce qu'ils font. Après, la problématique qu'il faut avoir, c'est de ne pas avoir une lecture morale du sens. Le sens, c'est celui que nous considérons comme important. Il y a des gens pour qui faire un voyage organisé avec un timing extrêmement serré, ça leur convient tout à fait et il y a du sens. Pour d'autres, pas du tout. Et je crois que nous devons, chercheurs comme professionnels, être attentifs au sens que les gens mettent et de ne pas vouloir forcément toujours projeter un sens qui nous semblerait le bon sens. C'est quelque chose que je retrouve parfois quand j'entends parler du slow tourism, comme s'il y avait une bonne manière de faire du tourisme, alors que je pense qu'il y a des manières de faire du tourisme à l'image de l'humanité entière, c'est-à-dire très diversifiée, selon notre génération, notre sexe, notre genre, là où on habite, notre expérience enfant, adolescent, la vie que nous avons menée, et puis nos cultures. On se moque souvent des Chinois qui font le tour d'Europe en 5 jours, mais voilà, ils font le tour d'Europe en 5 jours, ils en sont là dans leur histoire touristique, mais on regarde aussi, il y a beaucoup de Chinois aujourd'hui qui s'autonomisent totalement et qui viennent pour la 3e, 4e fois, une thèse vient d'être soutenue, on voit bien que sur la Côte d'Azur, ils louent des voitures et ils partent à l'aventure. Donc les Chinois, en 10-15 ans, ont énormément évolué dans leur pratique touristique. L'autre élément sur lequel je voulais venir aussi, c'est que je trouve qu'il est très intéressant, c'est tout autour de la Covid. Alors là, je suis très content d'avoir entendu tout ce que j'ai entendu aujourd'hui parce qu'on partage finalement les mêmes analyses, c'est-à-dire que voilà, le Covid va sans doute ancrer des dynamiques qui étaient déjà présentes avant et ne va pas refonder totalement le tourisme comme on l'a entendu à une époque, il faut réinventer le tourisme. Je pense que non, la guerre de 14-18, la crise de 29, la guerre de 39-45 n'ont fait que à la fois achever des systèmes qui étaient déjà épuisés avant, et à un moment donné, ça marque un coup d'arrêt, ou au contraire, ont permis à des choses qui avaient débuté de s'épanouir totalement et de devenir l'élément le plus important de nos pratiques aujourd'hui. Et je pense par exemple à l'avènement des 3S. Alors dans tout ce qui a été dit, on a bien vu qu'il y avait des choses qui sont en ce moment voilà, en cours. Et on pensait par exemple à toutes les pratiques de sport de nature qui l'été dernier, en effet, ont eu un rebond. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Et plusieurs d'entre vous ont dit, bah voilà, on n'est pas devin. Non, on n'est pas devin, donc on va regarder ce qui va se passer. Mais par contre, il faut être attentif. Et en effet, je pense que pour les territoires qui ont eu ce rebond, il y a peut-être là une vague qui s'est passée et peut-être il faut entretenir la vague. Et là, je pense que vous savez mieux que moi comment entretenir la vague, mais y être attentif parce qu'il se passe quelque chose qui peut en effet redéfinir la dynamique d'un territoire. J'ai beaucoup aussi apprécié dans la journée tout ce qui était autour de l'enseignement parce qu'il y a eu une conférence sur la digitalisation. Alors, j'ai travaillé, moi, avec Tourisme Academy, enfin, pas que moi, à l'Estua, on a fait il y a quelques années un SPOC. Et moi, je tiens à témoigner du bonheur que ça a été de faire un SPOC avec Tourisme Academy parce que c'est une super équipe. Et puis, en tant que chercheur, parce que quand vous devez expliquer ce qu'est le tourisme dans une petite vidéo de 3 minutes avec 600 mots, ça vous oblige, ça vous engage considérablement intellectuellement. Si vous n'êtes pas au point sur ces questions-là, vous ne passez pas le cap des 600 mots et des 3 minutes, vous allez beaucoup plus loin. Et donc, moi, j'ai adoré ce travail-là et j'ai invité tous mes collègues à le faire. Et je crois que c'est un outil extrêmement important dans nos universités, même si je pense que le distanciel, aujourd'hui, après 1 an de distanciel, je tiens à vous dire que voilà, je suis un peu épuisé de parler à des écrans noirs et d'attendre 1 minute 30 que quelqu'un me réponde pour me dire qu'il est bien de l'autre côté et que je ne parle pas tout seul à un écran noir, ce qui peut être parfois un peu déprimant. Mais pour ce qui a été du travail et des MOOC et des SPOC et cette manière de digitaliser l'enseignement, j'ai trouvé ça très intéressant. Mon dernier point de bilan de la journée où j'ai trouvé aussi un autre moment très, très intéressant dans la journée, ça a été la rencontre donc, avec les blogueurs et j'ai bien apprécié que Claire et Arthur fassent une distinction blogueur-influenceur sur la construction de contenu. Alors là, moi, j'y prends une définition que je vais utiliser en cours parce qu'elle n'avait jamais été proposée, elle me semble pertinente, ce qui montre bien que chercheurs et professionnels ont bien quelque chose à partager, même dans la compréhension des processus. Et ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est que faisant un cours d'histoire du tourisme, je m'attache toujours à montrer aux étudiants qui sont les prescripteurs de chaque époque. Et je crois que les blogueurs et les influenceurs sont les nouveaux prescripteurs. Voilà, des prescripteurs de destination.
comme Brigitte Bardot avec le ciné-tourisme dans Dieu créa la femme, comme Lord Brougham avec Cannes en 1834. Chaque époque de l'histoire apporte son prescripteur, sa classe sociale qui va, par son discours, par sa présence, dire quelque chose. Et pendant très longtemps, je n'ai pas très bien vu quel était le rôle des influenceurs et des blogueurs. Et là, aujourd'hui, je prends pleinement conscience que ces gens-là sont tout à fait importants. Très importants parce que finalement, les territoires se servent de la réputation qu'ils ont sur des réseaux sociaux pour construire leur réputation. Et même pour certains territoires dont la réputation touristique n'est pas toujours évidente à faire passer, eh bien, là, elle passe avec des jeunes, avec des gens qui ont un discours nouveau, qui donnent une image renouvelée de la destination et qui associent d'ailleurs la destination qui pourrait paraître comme has-been ou un peu vieillotte à un jeune couple, bien de sa personne, parlant bien. Et là, ça redynamise le territoire. Donc, je trouve très intéressant et je pense qu'il y a vraiment des travaux de recherche à mener sur les prescripteurs. Et d'ailleurs, je fais travailler des étudiants en mémoire à l'ESTUA sur les influenceurs et les prescripteurs. Donc voilà, cette journée, j'étais très content d'y participer parce qu'en tant que chercheur, on a vraiment besoin de savoir ce que les professionnels disent, pensent. Comme disait Bachelard, il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et donc, on voit bien comment pratique et théorie vont s'alimenter. Et puis, sur le dernier élément sur lequel je voulais intervenir, c'était aussi autour de tout ce qu'avait développé Sophie Lacour et un certain nombre de personnes sur le staycation, le nomade digital, etc. Tout simplement pour vous interpeller. Et si vous êtes intéressé par ces problématiques-là, il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus autour de notions clés qui sont l'économie présentielle et l'économie résidentielle. Voilà, vous trouverez pas mal de travaux là-dessus. Et je sais que moi-même, lorsque j'ai fait ma thèse au Baléares à Majorque, je travaillais sur les Européens qui s'installaient pour vivre à Majorque, reprenant finalement une phrase de Jean-François Gravier en 1964 qui disait « Allez travailler au pays des vacances ». Donc, vous voyez, il y a des gens qui, dès les années 64, avaient un peu senti qu'il y avait quelque chose, peut-être un signal faible, qui est en train de se mettre en place. Et en effet, aller travailler au pays des vacances montre bien que le tourisme n'est pas une monoactivité et une fin en soi. C'est un système social, spatial, économique très ouvert qui permet finalement d'accueillir, outre les touristes qui sont des habitants temporaires, d'autres habitants temporaires, que sont les hommes et les femmes d'affaires, que sont les étudiants, dans un certain nombre de destinations comme les Sables d'Olonne où l'ESTUA a une antenne depuis quelques années, et puis de nouveaux habitants, les retraités et les actifs. Donc voilà, donc merci Laure et Sophie pour cette très belle journée. Et puis ma deuxième partie de conclusion sur le festival, eh bien, vous invitez tous ici présents à venir nous rejoindre pour le festival vendredi, samedi, dimanche. Il y a toute une série d'activités grand public sur le site internet et vous pourrez découvrir donc le Mexique puisque c'est le pays invité de cette année. Et il y a des conférences en live, en replay, des conférences scientifiques, des conférences gastronomiques. Il y a les coulisses du tourisme. Merci Thomas, j'en parlais tout à l'heure, Thomas Young, donc, qui est PAST à l'ESTUA, avec qui nous collaborons depuis de nombreuses années, où donc quelques professionnels viendront montrer au grand public cette grande machine qu'est le tourisme et quel est l'envers du décor et les coulisses du tourisme. Des tutos aussi, et puis 2 soirées de spectacle que je vous invite à regarder. Alors, il y a un très beau spectacle samedi soir réalisé par la troupe Les Habitants, constitué par 2 universitaires et 3 étudiants, où un collègue Damien Olivier Lazzarotti a écrit avec ses collègues un joli spectacle sur tourisme et chansons populaires. Donc, je vous invite vraiment à y participer. Et puis, il y aura une programmation dimanche soir à partir de 18h30 grâce à Xavier Massé, qui est l'administrateur du festival Premier Plan, avec un film sur le Mexique dont vous verrez la programmation à ce moment-là. Voilà, merci encore pour votre attention. Merci Laure et Sophie pour votre invitation. Et eh bien, j'espère qu'on aura le plaisir de vous accueillir sur le 100% virtuel du FIT avec une plateforme qui a été créée, conçue et réalisée par les étudiants de 4e et 5e année de Polytech Angers. Merci Philippe pour cette conclusion. Je vais laisser le dernier mot je vais vous remercier tous, bien sûr, au nom du Campus des métiers et des qualifications, de votre présence et de vos interventions, de vos échanges. Et l'année prochaine, avec, j'espère, une version non pas en virtuel et en distanciel, mais on espère avec Laure en présentiel. On sera tellement heureux de se retrouver. Laure, je te cède le dernier mot, puisque c'est toi qui es à l'origine de cette journée. Je reprends l'antenne pour préciser, comme l'a dit Philippe Duhamel, je vous ai partagé mon écran juste ici. Donc vous voyez que cette semaine-là, c'est bien la semaine du Festival international du tourisme
Donc, il y a plusieurs types d'événements qui sont organisés, comme l'a souligné Philippe. On a commencé par les rencontres d'innovation touristique aujourd'hui. Ensuite, il y aura le Tourism BTS Day dans 2 jours. Et puis ensuite, on va enchaîner. Il y aura également un colloque scientifique international en direct du Mexique. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'événements qui vont avoir lieu, des soirées, comme a pu le dire aussi Philippe. N'hésitez pas à vous inscrire juste ici, si vous le souhaitez. Et puis, pareil, on vous donne rendez-vous sur la plateforme. J'ai laissé le lien du FIT virtuel qui a été développé pour cet événement. Donc, ça vous permettra aussi d'aller sur la plateforme virtuelle, de voir les stands, notamment en Destination Angers qui est présent. Et puis, j'oublie beaucoup d'autres partenaires qui y seront également. Donc, voilà, ce sera l'occasion de découvrir un salon du livre, des expositions, sur la gastronomie, des ateliers gastronomiques, plein de choses autour du Mexique. Oui. Donc, merci à tous. Merci à tous et toutes. Et puis, on vous enverra évidemment un mail d'ici la fin de semaine pour avoir vos retours sur cette journée et vous communiquer également les vidéos pour ceux qui n'auraient pas pu être présents soit le matin ou l'après-midi, à retrouver sur la chaîne YouTube du Tourism Innovation Lab. Et on vous souhaite une très bonne fin de journée. Très bonne fin de journée, très bonne fin d'après-midi. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.